que je vais vous présenter, c'est la base, mais c'est une bonne base qui va vous permettre après ça de faire vos recherches pour atteindre les buts que vous voulez. Donc, vous êtes capable de faire probablement 80-90% de ce que vous voulez avec ce que je vais montrer aujourd'hui. Puis après ça, en cherchant sur Internet la solution à vos problèmes, comme on fait d'habitude, vous allez être capable de vous débrouiller. En tout cas, c'est ça mon objectif. Donc, on va commencer en présentant TIGS. Alors, premièrement, pour parler de TIGS, il faut parler de PGF, qui est le Portable Graphics Format, qui est un petit peu l'engin qui est utilisé pour faire les dessins. Mais nous, on n'utilisera pas PGF directement. En fait, on va utiliser la couche supérieure, qui est la couche TIGS, qui va être la couche user-friendly, qui permet d'avoir une syntaxe un peu semblable à celle de LaTeX pour faire nos graphiques. Donc, voilà. Alors, TIGS, ça vient déjà installé lorsque vous avez LaTeX sur votre PC ou sur Overleaf aussi, c'est déjà installé. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin d'installer de package supplémentaire, ce qui est une bonne chose. Ce qu'il faut faire quand on veut utiliser TIGS dans un document, c'est importer le package comme on ferait avec n'importe quel autre. Donc, avec la commande use package TIGS. Donc, le squelette d'un document où on utilise TIGS, c'est ici. Donc, vous mettez votre type de document, vous dites que vous utilisez le package TIGS, begin document, end document, puis entre les deux, pour faire votre image, vous avez la commande begin TIGS picture et end TIGS picture, puis là, à l'intérieur du begin et du end, vous mettez vos commandes qui servent à faire l'image. En passant, les diapositives vont être rendues disponibles suite à l'atelier. Et puis, je vais voir avec Karine, mais je pense aussi que la version LaTeX va vous être aussi mise disponible parce que, bien évidemment, c'est pertinent pour que vous puissiez aller voir comment les différents exemples ont été faits. Vous allez voir une version aussi en mode handout, c'est-à-dire une version sans les animations pour que ce soit plus court à imprimer là, au besoin. OK, donc on va commencer avec les concepts de base de justement qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du begin TIGS picture et end TIGS picture pour faire les dessins. Donc, les premières choses qu'on peut vouloir dessiner, c'est des lignes. Puis pour les lignes, il existe la commande suivante, donc \draw pour faire des lignes. On met le point d'origine, 2 tirets, le point de destination, et voilà, le tour est joué, on a une ligne. Donc, si on prend chacun des éléments un après l'autre, draw, c'est la commande pour dessiner. Puis ça, on va l'utiliser à plusieurs sauces, là, comme vous allez voir dans les prochaines minutes. On peut dessiner plein de choses, pas juste des lignes. On va dessiner des carrés, des rectangles, des ovales, toutes sortes de choses. Ensuite, donc après draw, j'en ai pas parlé encore, mais entre crochets, on peut mettre différentes options qui vont nous permettre de changer les paramètres de la ligne, donc sa couleur, sa taille, etc. Ensuite, point de départ, point d'arrivée. Donc, on s'imagine que c'est un plan cartésien. On met le point de départ et le point d'arrivée. Et le 2 tirets, c'est juste l'opérateur pour faire une ligne droite. Et il faut toujours terminer la commande par un point-virgule. Donc, ça, c'est la différence avec le reste de LaTeX. Toutes les commandes TIGS se terminent par un point-virgule. Puis, si vous les oubliez, ça ne marchera pas. Donc, il faut se rappeler de mettre les points-virgules à la fin. Puis avec l'opérateur pour dessiner, on peut dessiner plus que des lignes simples. On peut faire des lignes en plusieurs segments. Donc, on peut mettre chacun des points dans l'ordre et puis ça va nous mettre une ligne comme on veut. Donc, de 0,0 à 2,3 à 3-1 à 4,2, etc. Puis ça nous crée notre ligne. Ensuite, donc le point-virgule, ici, ça délimite la fin de la commande. Donc, si on veut, on peut mettre plusieurs commandes sur une même ligne en les séparant par des points-virgules, mais ça, on fait rarement ça en pratique parce que c'est une moins bonne pratique là, juste pour l'organisation du document. Mais aussi, l'intérêt, c'est que dans certains cas, quand on a des grandes commandes, ça nous permet de séparer une commande sur plusieurs lignes pour qu'elle soit plus facilement visible. Puis c'est là où l'utilisation du point-virgule est intéressant parce que ça permet vraiment de délimiter la fin de la commande plutôt que le saut de ligne. Donc, si on avait, par exemple, 10 points dans notre ligne, peut-être que le séparer sur plusieurs lignes, ce serait utile. Donc, pour l'instant, on a parlé de coordonnées, mais c'est un peu bizarre de parler de coordonnées sans savoir c'est quoi notre plan de référence. Puis, en fait, la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de plan de référence, c'est que LaTeX va plus ou moins l'adapter un peu pour nous. C'est-à-dire qu'il va faire les translations nécessaires pour que notre figure soit toujours centrée. Donc, LaTeX va toujours placer notre figure dans un carré imaginaire qui va englober notre figure. Donc, ici, j'ai mis un F-box pour qu'on voit de quoi ça a l'air.
Et puis, on dessine de 0, 0 à 2, 3, 3, moins 1, 4, 2. Mais si on faisait une translation de la figure, on obtiendrait exactement la même chose. Puis ça, peut-être que je peux vous le montrer. Donc, laissez-moi juste un instant. OK. Donc, ici, j'ai un exemple un petit peu vide là, pour faire des démonstrations au besoin. Alors, allons-y. Donc, si on fait Begin Text Picture, et End Text Picture. Et là, après ça, au milieu, bon, on peut faire la même commande, par exemple. Donc, allons-y avec Draw. Et on disait de 0, 0. On va dire, mettons, de 0, 0 à 2, 3, par exemple. On n'oublie pas le point-virgule. Et ça nous donne la chose suivante. Mais si on faisait une translation de l'image, donc si on augmente toutes les coordonnées de 1, par exemple, donc de 1 à 3, 4. Donc, normalement, vous allez voir que l'image demeure inchangée. C'est parce que ça va recentrer aux coordonnées. Donc, on n'a pas vraiment à se casser la tête de c'est quoi notre point centre de notre figure parce que ça va être translaté de la bonne manière de toute manière. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. On a juste besoin d'avoir les bonnes coordonnées relatives et non nécessairement les coordonnées absolues. OK, donc de retour à la présentation. Sinon, il y a moyen d'inclure aussi du LaTeX à l'intérieur même du texte. Donc, par exemple, si on écrit du texte, soit la ligne, puis on commence un text picture, puis on veut dessiner, ben, la ligne va être placée au milieu de notre texte. Donc, ça va être inclus directement dans notre texte. Et puis, si on veut faire encore plus court, donc des fois, on veut juste faire un petit dessin au milieu de notre ligne, puis on veut pas quelque chose de très gros. Donc, si on a seulement une ligne à dessiner, par exemple, on peut utiliser la commande backslash tigs et tout ce qui suit jusqu'au point virgule va être considéré comme une commande tigs qui va être placée dans le texte. Donc, quand on a juste, par exemple, une ligne comme ça incorporée ou un petit dessin peut-être, je sais pas trop quoi, ben ça peut être pratique d'avoir la commande raccourcie pour inclure des choses comme ça. Bon, je le mentionne en passant, mais c'est relativement rare qu'on veut utiliser ça. Généralement, quand on veut utiliser TIGS, évidemment, ben, c'est pour faire des figures un peu plus complexes qui se mettent mal directement au milieu du texte, mais sachez que c'est possible de le faire. Là, je parle de figure TIGS depuis le début, mais c'est un petit abus de langage dans le sens où, vous savez, quand la texte, il y a l'environnement figure, qui est l'environnement flottant pour placer des images, ben, TIGS, ça n'est pas un directement. Il faut considérer TIGS comme vraiment une librairie pour faire des dessins. Donc, c'est comme si vous faisiez la commande Include Graphics pour inclure une image normale. Donc, à la place du Include Graphics, vous pouvez mettre une image TIGS. Donc, si vous voulez que votre image TIGS soit dans une figure au sens figure de la tech, ben, il faut l'inclure dans l'environnement figure. Donc, par exemple, on commence avec Begin Figure, puis là, on met à la place, normalement, vous auriez un Include Graphics avec ce que vous avez vu avec Karine peut-être dans le cours de la tech normale. Mais si vous voulez utiliser une figure 6 à la place, vous pouvez remplacer votre Include Graphics par une text picture ici, donc en incluant la figure à la tech. Ici, on dessine un carré parce que c'est ça, on va de 0, 0 à 0, 2, 2, 2, 2, 0 et 0, 0. Puis c'est comme ça qu'on fait généralement dans un document parce que c'est généralement une mauvaise pratique d'inclure une image sans que ce soit dans une figure, à moins d'avoir une raison quelconque de le faire. Là. Donc, généralement, c'est ce qu'on va faire. Parfait. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour redimensionner des figures fixes? Parce que c'est souvent un problème qu'on a. On crée notre figure avec des coordonnées relatives qu'on pensait, puis quand on l'inclut dans notre document, là, la figure va être trop grosse ou trop petite. On veut la redimensionner pour que ce soit fait avec nos dimensions. Donc, c'est sûr qu'une des solutions, ben, c'est de mettre à l'échelle nos coordonnées. Donc, par exemple, ici, on a un carré qui a un côté de 2. Ben, si je veux avoir un carré de côté 4, ce que je peux faire, c'est que je peux simplement mettre à l'échelle mes coordonnées pour les mettre
On va le mettre plus grand ou plus petit. Mais ça peut devenir compliqué à faire assez rapidement, surtout quand on a une figure qui n'est pas aussi simple qu'un carré. Si on a une figure un petit peu plus bizarre, ben, la mise à l'échelle commence à être compliquée à faire. Il faut faire beaucoup de mathématiques, puis on veut éviter de faire ça. Donc, heureusement, il y a plusieurs autres options qui permettent de le faire. Premièrement, ben, quand on commence une text picture, on peut décider de mettre des options. Puis une des options, c'est scale pour mettre à l'échelle. Puis là, ben, on met le paramètre de mise à l'échelle. Donc, si on met 2, la figure va être 2 fois plus grande. Si on met 0,5, la figure va être 2 fois plus petite. Donc, ça, c'est une des premières options. Une autre option, ce serait, bon, on peut aussi faire une mise à l'échelle seulement selon un des axes, donc selon l'axe des X ou l'axe des Y avec X scale ou Y scale. Et une troisième option, c'est d'aller avec des options qui sont à l'extérieur de TIX. Donc, vous en connaissez peut-être quelques-unes. Il y a Resize Box qui va remettre à l'échelle selon la taille qu'on va lui donner. Donc, Resize Box, on met la largeur et la hauteur et ça va redimensionner notre image aux dimensions qu'on voulait avoir. Vous voyez, par exemple, la différence qu'on va avoir avec les deux approches, c'est-à-dire que quand on avait utilisé le scale, ben, notre texte ici qui est au milieu va rester de la même grandeur. Alors que quand on utilise le Resize Box, ça va tout redimensionner, incluant la taille du texte. Donc, dépendant de l'effet que vous voulez avoir, vous allez utiliser une approche différente. Donc, des fois, c'est important que le texte grossisse avec votre image, mais des fois, on veut pas parce que si le texte grossit, ben, il va empiétrer sur certains éléments de l'image. Donc, il faut un peu essayer les deux ou voir laquelle convient le mieux à votre cas. Bon, ici, dans la formation, on utilise Resize Box, mais moi, une que j'aime beaucoup aussi, c'est Scale Box, donc je peux peut-être vous le montrer ici. Donc, Scale Box, et là, vous mettez votre facteur de grossissement. Donc, si je veux 2 fois plus grand, par exemple, je vais mettre 2. Et après ça, tout le reste, je le mets entre accolades. Puis la raison pour laquelle je préfère Scalebox à Resizebox ou autre, ben, c'est simplement qu'il y a juste un paramètre, donc c'est plus facile à ajuster, j'ai l'impression. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Non, c'est juste un bonjour. Ben, bonjour, Johan. OK. Sinon, ben, une bonne pratique que je vous suggère d'utiliser, surtout quand vous faites des grosses images, c'est de séparer votre code TIX du corps du texte, parce que si vous écrivez, par exemple, votre article scientifique avec tout votre texte, puis à certaines fois, vous voulez faire une image, surtout peut-être vos premières images où vous êtes un peu moins habile, ça se peut que votre code TIX devienne très gros. Là, on parle peut-être d'une centaine de lignes éventuellement, surtout si vous avez une image plus complexe. Puis ça fait en sorte que quand vous allez relire votre article dans le code LaTeX, ben, peut-être que ça va être un peu mélangeant. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de placer votre code TIX pour chaque figure dans un fichier séparé et de l'inclure dans votre corps de LaTeX. Donc, vous pouvez utiliser la commande input pour inclure le contenu d'un fichier. Puis ce que ça va faire, la commande input, tout simplement, c'est que ça va prendre le contenu du fichier que vous mettez en input, puis ça va faire comme si ça suivait dans le texte. Donc, ça va vraiment faire comme si vous aviez inclus le texte directement ici. Donc, il n'y a pas de problème à faire ça, mais ça permet d'encapsuler vos images LaTeX pour que ce soit plus facile à éditer par la suite, puis mieux vous organiser dans votre texte. Puis d'ailleurs, si vous allez voir, c'est ce que j'ai fait aussi là, dans les exemples que je vous montre. J'en ai quelques-uns de préparés pour plus tard. Et puis, je les ai gardés, je les ai commentés pour l'instant, mais j'ai utilisé la commande input ici pour le faire. Donc, voilà. Donc, ben, pour l'instant, on a vu comment dessiner des segments, puis ça permet de dessiner des formes, mais il y a des commandes qui permettent de faire ça de manière un peu plus efficace, surtout quand c'est des formes géométriques un peu connues. Donc, si vous voulez faire un carré, ben un carré, vous savez que c'est un rectangle. Donc, il existe une commande rectangle pour faire des carrés et des rectangles, dépendant des paramètres que vous mettez. Et puis, la syntaxe est relativement simple. Donc, vous commencez toujours par draw parce que vous voulez toujours dessiner. Et vous mettez un des coins, rectangle, l'autre coin. Donc, ça va faire un rectangle dont un coin va être 0, 0 et puis le coin opposé va être 3, 3, par exemple, ici. Donc, ça va donner un carré de côté 3.
Ici, ben, un rectangle avec un côté de 4 et un côté de 2, donc de 0, 0 à 4, 2. Donc, le point ici, ce serait le point 0, 0 normalement, et le point ici serait 4, 2. Je me demande en ligne, est-ce que vous voyez bien quand j'utilise le pointeur laser ou vous voulez que j'utilise la souris aussi pour pointer? Je ne sais pas si quelqu'un en ligne peut répondre dans le chat ou autre. OK, ben quand personne répond, moi, je suppose que tout est beau, donc je vais continuer. Parfait. Bon, donc, chose que vous pouvez dessiner, ça, c'est peut-être un peu moins utile, mais vous savez que c'est là. Il y a moyen de dessiner des paraboles, si vous voulez, en mettant encore une fois le point de départ et le point d'arrivée, puis ça va trouver une parabole qui rejoint les deux points. Des arcs de cercle, ça peut être plus utile, dépendant des applications que vous avez. Peut-être si vous avez des choses un peu géométriques à montrer, ça peut être utile. Et pour dessiner des arcs de cercle, donc, on commence en donnant un point de départ, ensuite la commande arc pour dire que c'est un arc. Et là, on va donner des options à la commande arc pour donner les paramètres de notre arc de cercle. Donc, le rayon du cercle, l'angle de départ et l'angle d'arrivée. Donc, par exemple, on a un angle de départ de 30 degrés et un angle d'arrivée de 270 degrés. Donc, ça nous amène ici. Et puis, c'est ça. Donc, 0, 0, c'est le point initial de l'arc. C'est pas le centre du cercle, mais ça va être le point initial de l'arc ici. Bon, si vous voulez faire un cercle avec la commande arc, vous pouvez toujours le faire en mettant l'angle de départ 0 puis l'angle de fin 360 degrés. Ça va faire un cercle. Mais il existe aussi une commande spécifique pour faire des cercles parce que c'est peut-être plus pratique à faire en général. La différence étant que quand on dessine un cercle avec la commande circle ici, ben, le point que vous mentionnez, ça va être le centre du cercle. Et puis, ensuite, en deuxième argument, ici, vous mettez le rayon du cercle. Ici, on l'a mis en centimètres, mais vous pourriez le mettre en n'importe quelle unité qui est reconnue par la tech. Donc, il y a moyen de le faire en pouces ou en points, j'imagine, si vous voulez. Je ne l'ai pas mentionné, mais par défaut, je crois que les coordonnées que vous mettez vont être en centimètres dans la tech. Donc, jusqu'à présent, là, on avait, par exemple, des rectangles de 0,0 à 3,3. Donc, ça va faire un rectangle de 3 cm de côté normalement dans la tech. Ça peut être utile quand vous voulez juger un petit peu des coordonnées que vous allez mettre versus la taille de l'image. Ça vous permet de vous orienter. Là, si, par exemple, vous savez, vous avez un document de type normal, donc la page est 8,5 par 11, ça c'est en pouces. Donc, en centimètres, ce serait je sais pas, autour de 20 cm par 30 cm, quelque chose comme ça. Donc, ça vous aide à juger un peu de ça. OK. Puis, donc, si je fais le point dont je parlais, qui est à dire que quand on utilise la commande circle, ben, on spécifie le centre du cercle. Versus quand on utilise la commande arc, on spécifie le point de départ de l'arc. Donc, même si les deux, c'est des cercles, on peut les interpréter un petit peu différemment. Ah, parfait, merci. Ah, OK, donc c'est plus facile avec la souris. Je vais essayer de faire les deux, là, si je pense. OK, parfait. Donc, si on veut faire des cercles, des fois, on veut faire des ellipses. Donc, pour faire une ellipse, j'ai la commande ellipse, où là, ben, il faut spécifier en argument le centre de l'ellipse, et puis après ça, le long côté et le court côté, ou le côté horizontal et le côté vertical. Là, ça va être quoi les distances? Là, je me souviens plus des noms techniques de ces choses-là, mais vous voyez de quoi je parle. Ensuite, donc, dessiner une grille, ça peut être utile, par exemple, si vous voulez représenter une fonction ou juste mettre des choses sur une grille. C'est le genre de choses qu'on peut vouloir faire. Donc, il y a moyen de dessiner une grille. Et par défaut, la grille va être à 1 cm d'intervalle, mais il y a sûrement moyen de le changer. Je ne sais pas si j'en parle ici. Donc, j'en parle pas, mais probablement que vous pourriez mettre des options à la grille pour changer la finesse de la grille, si vous voulez. Là, donc, en mettant des options, ça voudrait dire en mettant des brackets ici. Donc, je vous laisse googler les options des grilles. Voilà, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour décorer un petit peu nos lignes? Donc, les changer de couleur, changer de forme, etc.
Donc, pour ça, ben, comme c'est marqué ici, on va pouvoir rajouter des paramètres à la fonction draw pour changer de quoi les lignes vont avoir l'air. Donc, le type de décoration qu'on peut vouloir ajouter, ben, premièrement, des flèches. Ben, quand on dessine des graphes, par exemple, ou des workflows d'algorithmes, c'est super utile. Donc, généralement, on a souvent besoin de mettre des flèches sur les lignes. Changer l'épaisseur, donc, encore une fois, ça peut être utile juste pour améliorer la lisibilité ou pour faire différents types de traits dans un dessin. Ligne pointillée, ligne pointillée. Des fois, des lignes courbées, ça peut être utile aussi. On va voir quelques exemples plus tard de comment. Et évidemment, ben, changer les couleurs. Donc, comment on fait tout ça? Alors, bon, la ligne normale qu'on a vue, c'est la première ligne ici, draw de 0,0 à 3,3. Donc, c'est cette ligne ici. Si on veut faire une flèche, donc on a simplement à rajouter comme option une flèche, donc tiret avec le symbole plus grand, et ça va faire une flèche au bout de la ligne. On peut rajouter des flèches aux deux bouts, puis on peut les rajouter dans le sens qu'on veut. C'est-à-dire que, par exemple, si on met plus grand tiret plus grand, ça va faire une flèche, mais sous cette forme-ci, et à un bout, puis ça va faire une flèche normale de l'autre côté. Et finalement, ben, on peut mettre des flèches qui sortent vers les deux bouts aussi. On peut mettre des barres aussi si on veut. Ça, je l'ai plus rarement vu, mais sachez que ça se fait. Donc, pour ça, on met tiret avec ligne verticale. On peut mettre aussi ligne verticale tiret. On peut mettre ligne verticale tiret, ligne verticale. Et, par exemple, ligne verticale tiret. Oups, ouais, ça devrait correspondre à ça ici, mais ici, j'ai mis, je vais vous le montrer dans mon exemple ici. Donc, si on met ligne verticale, tiret, ligne verticale, puis je ne mets pas des points d'exclamation, mais que je mets des vraies lignes verticales. Donc, ça donne ça. Mais là, apparemment, j'ai changé mon code TIX, mais je n'ai pas changé les diapositives de la bonne manière. Donc, ce que vous voyez, c'est ligne verticale tiret flèche qui donne d'un côté une ligne verticale, d'un côté une flèche. Et puis, je vous le mentionne, on va en reparler un peu plus tard, mais il existe aussi différents types de pointes de flèches, si vous voulez. Ça peut être utile là, quand, moi, je l'ai déjà utilisé quand je voulais définir des graphes, puis on veut avoir différents types d'arcs. Ben, mettre différents types de pointes de flèches, ça permet d'identifier les différents types d'arcs assez facilement. Donc, puis celui-là, je l'utilise assez fréquemment, donc le stealth. Donc, à la place de juste la flèche, j'ai mis le mot stealth. Ça fait qu'on a une pointe de flèche que je trouve plus belle personnellement. Ça donne ce type de pointe de flèche-là. Il y en a plusieurs autres. Donc, voilà pour comment faire des flèches. Ça, c'est une petite nuance. Donc, comme vous avez vu avec la syntaxe qu'on a, les flèches vont toujours être ajoutées au début ou à la fin de la barre. Dans certains cas, on peut vouloir faire des flèches au milieu pour des raisons quelconques. Donc, si vous voulez faire ça, il n'y a pas vraiment de mécanisme facile pour le faire. Il faut un peu, entre guillemets, tricher. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut avoir l'effet ici d'avoir une flèche au milieu, il faut créer un premier segment avec une flèche, puis ensuite un deuxième segment pas de flèche pour pouvoir le faire. Puis après ça, on peut jouer avec la position de la flèche en jouant avec la longueur des segments. Mais c'est sûr que c'est un petit peu moins pratique dans le sens où il faut les ajuster à la main à chaque fois. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, des fois, dans Tix, on n'a pas le choix de tricher quand on veut faire des choses un petit peu moins conventionnelles. C'est bon? OK. Sinon, les flèches, ça peut être utile, évidemment, pour faire un système d'axes. On va voir tantôt qu'il y a des librairies spécifiques pour faire des graphes en TIG, si vous voulez avoir des fonctions complexes et autres. Mais si vous voulez juste avoir un système d'axes simple, les flèches, ça peut faire le travail assez bien aussi. Sinon, pour définir les épaisseurs des traits, donc il existe des épaisseurs prédéfinies que vous pouvez utiliser. Donc, elles sont nommées ultra thick, thick, thin, donc, et helplines. Alors, ça vous donne un peu les différences ici. Donc, ultra thick, thick. Là, vous avez thin, c'est supposé être plus mince que le normal, mais on voit peut-être pas la différence à l'écran ici. Puis helplines, ça veut dire que ça va la faire vraiment mince, juste pour avoir une ligne très fine. Ça va être utilisé généralement, on va voir dans quelques instants, mais ça va être utilisé soit pour avoir un background ou soit si on veut, par exemple, montrer un point et faire un lien avec les axes dans un graphique, ça peut être utilisé pour ça.
Je ne suis pas certain que c'est indiqué, mais je pense qu'il y a moyen aussi d'avoir une épaisseur personnalisée. Donc, si les options d'épaisseur qui sont là ne vous satisfont pas, ben, vous pouvez la définir vous-même avec la commande thickness égale, puis là, vous mettez un nombre en points ou en centimètres, et puis ça va le faire pour vous. Donc, thickness égale, là, je vais mettre, mettons, 20 points. Ça devrait fonctionner. Ah, ça fonctionne pas. OK, donc, je pense que je vais y arriver un peu plus tard, là. Ouais, je ne veux pas me mettre à expérimenter devant vous parce que ça, c'est une recette pour un désastre. OK. Donc, les helplines ou les lignes d'aide, ben, ça peut être justement utilisé pour faire des lignes grises plus étroites pour faire un background. Par exemple, si on l'utilise en combinaison avec la commande grid, ça permet de faire une grille, mais plus légère pour qu'on ce soit pas ça le focus de notre dessin, mais que ce soit plus un arrière-plan. Versus la grille normale qui est un petit peu plus encombrante, par exemple. Ou, comme je vous dis ici, pour faire un lien avec des points, si vous voulez reporter un point sur différents axes, ben, les helplines peuvent être utilisés pour ça aussi. Donc, ici, par exemple, les helplines, ben, c'est ces deux commandes-ci. Donc, voilà. Ah, donc, voilà la fameuse commande pour faire des épaisseurs personnalisées. Donc, c'est pas thickness, c'est line width. Et là, vous mettez une épaisseur. Apparemment, vous pouvez mettre une épaisseur sans spécifier de quelle unité c'est, puis ça va supposer que c'est des points. Moi, je préfère toujours le spécifier juste au cas où, mais bon, voilà, vous pouvez le faire. Donc, si vous voulez des lignes plus épaisses, puis vous pouvez aller aussi épais que vous voulez dans le fond. Puis ça va fonctionner. Donc, c'est la commande line width. Sinon, pour faire des lignes pointillées, encore une fois, utile pour différentes applications, soit pour différencier les différents types d'arcs dans un graphe, ou juste parce que des fois, ben, des lignes pointillées sont utiles en général. Là, on a tous déjà vu des graphes avec des lignes pointillées. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser la commande dash pour faire des lignes pointillées, dotted pour faire des lignes, en fait, ouais, dash c'est pour des lignes tiretées techniquement parce que c'est des tirets, dotted pour pointillés parce que c'est des points. Et là, vous pouvez utiliser les différentes options en combinaison. Donc, si vous voulez avoir des points, mais qui soient très gros, vous pouvez mettre, par exemple, dash ultra thick, ça va faire des tirets, mais qui sont très gros. Et vous pouvez combiner ça avec des flèches, etc. Donc, on peut mélanger les options les unes avec les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, on va revenir un peu plus tard, mais de la manière que Tix va lire ça, il va lire les options dans l'ordre. C'est-à-dire que même si vous avez des options contradictoires, ça va fonctionner. C'est juste que quand il y a des options contradictoires, ben, la dernière version va être celle qui va être utilisée. Ensuite, faire des lignes courbées, encore une fois, très utile. Donc, il y a moyen de spécifier, même pour une ligne entre deux points, on peut vouloir qu'elle soit courbée. Donc, vous pouvez spécifier l'angle de sortie et l'angle d'entrée. Et là, il y a une petite différence. Parce que pour l'instant, quand on voulait faire des lignes, on utilisait toujours les deux tirets pour signifier une ligne. Mais il y a une autre commande qui permet de faire des lignes, qui est la commande to, donc TO, et ça, c'est la commande qu'on veut faire des lignes, mais qu'on veut donner des options supplémentaires à la ligne, des options qui ne sont pas disponibles dans Draw. Donc, par exemple, si on veut faire des lignes courbées, ben, il faut qu'on ait la commande tout pour lui rajouter des options. Et là, on va lui rajouter comme angle de sortie 30 degrés et l'angle d'entrée 270 degrés. Donc, ça veut dire qu'on va sortir du point initial à 30 degrés, comme ça. Et pour l'arrivée, ben, on va arriver vers le bas. Donc, on va arriver avec un angle de 270 degrés. Puis je crois que la raison pour laquelle on n'a pas le choix de mettre ces options-là à tout versus à draw, c'est que si on avait plusieurs segments de suite, ben chaque segment pourrait avoir son propre angle de sortie et son propre angle d'entrée. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on associe ça à ça. Donc, voilà. Comme je disais, l'opérateur tout peut être aussi utilisé pour dessiner des lignes droites. Puis on peut même se les mélanger. Donc, ici, par exemple, on a un exemple où on va faire une ligne de 0,0 à 2,3 avec l'opérateur tiret-tiret et de 2,3 à 5,0 avec l'opérateur tout, et puis ça fonctionne. Mais généralement, une bonne pratique, en tout cas, ce que j'utilise, c'est que quand je veux faire des lignes droites, j'utilise des tirets-tirets. Puis quand c'est des choses un peu plus complexes, j'utilise le tout. Donc, j'utilise tout en dernier recours.
juste parce que ça permet de différencier les types de lignes et d'organiser le document, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le fond, il n'y a pas de problème avec ça. Des questions jusqu'ici? Super. Sinon, il y a moyen de faire des coins ronds, donc généralement, on peut voir, dépendant de la mode du jour, là, je sais que la mode change un peu d'année en année si les figures ont des coins ronds ou des coins carrés. Je pense qu'en ce moment, on est plus au coin carré, mais bon, c'est pas certain. Mais il y a moyen de faire des coins ronds si vous voulez, en mettant l'option Rounded Corner. Ça veut dire que quand on va faire des séquences de segments, ben, on va avoir un coin rond entre les deux segments ici. Par exemple, pour les rectangles aussi, on peut faire ça pour que on ait des points ronds à notre rectangle. Et ben, ça, c'est un exemple un peu plus élaboré où on a fait une ligne un peu n'importe comment, mais en utilisant justement plusieurs différents segments. Puis vous avez le code ici pour le faire. Donc, vous voyez qu'on utilise beaucoup de commandes de tout en sélectionnant les angles de sortie et d'entrée. Donc, ça peut devenir long si on veut faire des choses un peu plus complexes avec le temps. Mais je pense que même plus tard, on va voir un moyen de faire ce genre de choses-là plus facilement, là, avec des commandes spécifiques pour faire des lignes plus complexes. Puis finalement, ben, la couleur. Donc, évidemment, on peut vouloir mettre des lignes de différentes couleurs. Alors, on a juste à spécifier la couleur de notre ligne en argument. C'est pas plus compliqué que ça, puis ça va faire la couleur qu'on veut. Donc, il y a différentes couleurs définies par défaut. Je pense que ça, c'est des couleurs définies par défaut par la tech. Donc, vous pouvez les utiliser. Mais il y a moyen aussi de définir vos propres couleurs. Ça, c'est plus dans le territoire de la tech en général plutôt que de TIGS. Comme par exemple, pour faire cette présentation-ci, on a défini la couleur bleu gérable, qu'on a appelée B gérable, et qui est cette couleur-là. Donc, vous pouvez, dans votre préambule, ou je pense même ailleurs, utiliser la commande Define Color, puis là, vous pouvez définir votre couleur en mode RGB, donc avec les valeurs que vous voulez. Et puis, après ça, vous pouvez l'utiliser partout dans le document, y compris dans vos commandes TIGS. Donc, par exemple, pour faire un segment de couleur bleue gérable. Bon. Je crois que quand on est dans le mode Beamer, il va utiliser la couleur par défaut de Beamer pour faire les lignes. Là. Donc, par exemple, jusqu'à présent, toutes les lignes que vous avez vues sont en mode de couleur bleue gérable. On n'a pas eu à le spécifier, ça le fait automatiquement. Mais ça, c'est avec Beamer. Avec la tech, probablement que ça va être toujours noir. C'est avec la tech, quand vous avez un document, par exemple un article en la tech, plutôt qu'une présentation. Puis, ben, ça, c'est d'autres exemples de coloration de lignes. Donc, comment on peut mélanger les différentes options. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau à dire par rapport à ça. Ensuite, pour ce qui est des figures, donc si vous avez des rectangles, il y a différentes choses qu'on peut vouloir colorer. On peut vouloir colorer le centre, mais on peut vouloir aussi colorer le contour. Donc, pour ça, il y a différentes options. Alors, quand vous mettez ça, en fait, je pense que je vais devoir faire des tests parce que je ne me souviens plus exactement, mais on peut le tester parce que c'est ici. Donc, si on fait un rectangle et qu'on le met seulement en rouge, donc si vous mettez seulement red, par exemple, ça va colorer seulement le contour. Donc, quand vous spécifiez juste une couleur comme ça pour une forme, ça s'applique seulement au contour. Si vous voulez remplir l'intérieur, vous pouvez faire fill, F-I-L-L, égale à la couleur que vous voulez, par exemple vert, green. Là, ça remplit l'intérieur. Si vous spécifiez rien pour le contour, ben, ça va être la couleur par défaut. Donc, j'imagine que ça va être noir. Et voilà. Donc, ces informations-là sont données ici. Donc, effectivement, quand vous mettez une valeur de couleur tout seul, ça s'applique seulement au contour. Puis, si vous voulez remplir l'intérieur, il faut utiliser fill. Et évidemment, ben, vous avez le droit de mettre la même couleur pour le contour et l'intérieur. Dans ce cas-là, ben, ça apparaît comme s'il n'y avait pas de bordure. Même chose pour les cercles, évidemment, c'est le même principe. Donc, vous pouvez remplir l'intérieur, vous pouvez changer aussi la couleur de la bordure comme vous voulez.
Puis, si vous voulez jouer un peu avec les couleurs, mais vous n'avez pas le goût de définir des couleurs, il existe quand même un moyen de faire certaines choses. Donc, il y a moyen de mélanger des couleurs, comme par exemple, si je veux avoir une espèce de magenta ici, je vais le remplir de bleu, 30% et rouge. Donc, je crois que la syntaxe, ce que ça veut dire que je vais prendre, c'est ça. Je vais prendre 30% de bleu et le reste va être du rouge. Donc, ça va mélanger deux couleurs comme ça. Ça, je l'utilise souvent avec le noir et le blanc. Si je veux, par exemple, un bleu, mais que je veux un bleu plus clair que le bleu qui m'est présenté, ben, je peux mélanger du bleu avec du blanc pour avoir un bleu plus clair. C'est souvent ça l'utilisation que je vais en faire. Mais ici, on a utilisé bleu et rouge pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, si on veut plus de rouge, on commence avec bleu, point d'exclamation 30 pour dire qu'on veut 30% de bleu, et point d'exclamation rouge pour dire qu'on veut le reste en rouge. Mais ici, c'est 50-50, puis ici, on a 70% de bleu et 30% de rouge. Donc, on voit que c'est pas mal plus bleu. Donc, ça peut être utilisé pour faire ça. Il y a moyen de faire des dégradés ici aussi. À ce moment-là, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser la commande draw, on va utiliser la commande shade. Parce que draw, c'est vraiment pour dessiner, donc c'est pour dessiner le contour. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est de dessiner une région. Donc, et puis on veut avoir un dégradé, donc on va utiliser shade. Et là, quand on veut avoir notre dégradé, ben, on choisit la couleur du haut, donc qui est vert, la couleur du bas, qui est jaune, donc top color green, bottom color yellow, et puis ça va nous faire pour nous. Ou on pourrait avoir un dégradé de gauche à droite en spécifiant la couleur à gauche et la couleur à droite. Ou on peut avoir un dégradé du centre vers l'extérieur en spécifiant la couleur du milieu et la couleur des côtés, donc inner color et outer color. Et finalement, ben, même si on a utilisé puis pour le dernier ici, on a voulu rajouter une bordure autour aussi. Donc, à ce moment-là, on a dû utiliser la commande Shade Draw, qui, comme vous pouvez vous l'imaginer, va être un mélange de Shade et de Draw. Et là, vous pouvez spécifier quelle couleur va être le pourtour avec l'option Draw égale à la couleur, donc green ici. Et bon, quelques exemples humoristiques de comment, de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, en passant, le code que vous avez ici, c'est juste pour la boule, c'est pas pour la petite feuille. Si on pouvait le faire avec la commande draw. On peut aussi spécifier qu'on veut une coloration de ce type balle. Donc, on va avoir cet effet-ci. Donc, ball color égale red, puis ça va faire que l'autre couleur de dégradé va être par défaut le blanc. Voilà. Puis même chose avec les rectangles. Oui? La ligne qui fait comme le dessus de la queue, la balle rouge, elle part dessus ou vous l'avez partie au milieu, puis il y a une quand ils superposent en couleur, il y en a qui ne peuvent pas comment ça fonctionne? Ah, c'est une bonne question. Bon, on peut le tester. Pas nécessairement avec cette couleur-là, mais donc, shade, on disait ball égale. C'est du code, il va toujours le faire dans l'autre qu'on écrit. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ben, je vais revenir là-dessus. Ça, je sais la réponse, mais on va juste faire le test avant de voir qu'est-ce qui se passe. OK. Puis là, ça n'a pas marché parce que j'avais peur que ça arrive. Probablement que c'est certaines options que j'ai pas mis. C'est ball color. Et voilà. À chaque fois, je me dis que c'est pas une bonne idée que j'improvise, puis je le fais quand même. Donc, après ça, puis on va la mettre centrée en 0,0, juste pour que les mathématiques soient plus faciles. Et après ça, on disait qu'on veut mettre la queue de la pomme, disons. Donc, si on met la commande après, qu'est-ce qui se passe? Donc, normalement, comme tu dis, les étapes vont s'effectuer l'une après l'autre. Donc, si on met la queue de la pomme après, ben, elle va apparaître devant. Donc, si on fait draw, puis on va la mettre verte. Donc, green, et on va le mettre du centre de la pomme, 0, 0, à, disons, 0, 3 pour qu'elle dépasse un peu le cercle. Donc, 0, 3.
Donc, vous voyez, effectivement, ça passe par-dessus. Donc là, il y a deux options. Soit on calcule que la queue de la pomme commence à 1, puis on va faire commencer notre ligne à 0,1. Ça devrait marcher aussi parce que mathématiquement, on sait que ça passe là. Mais après ça, quand on va zoomer, peut-être qu'on va pouvoir voir qu'il y a un petit gap là. Dans ce cas-ci, on ne dirait pas, mais c'est le genre de choses qui pourraient arriver. Ou l'autre option, ce serait de simplement garder notre droite de 0,0 à 0,3, mais de mettre la commande avant. Et là, on a le même résultat parce qu'effectivement, le bout de la queue de la pomme qui était derrière va être derrière la boule, en fait, en ce moment. Donc, c'est notre option. Mais effectivement, c'est un bon point que les choses vont être lues séquentiellement, puis vont être affichées aussi séquentiellement. Puis ça va être utile de savoir ça, surtout quand on va être rendu à faire des graphes et qu'on va vouloir mettre des objets en relation. Ben, il faut que les objets soient définis avant qu'on les utilise. Un peu comme il faut que les variables soient définies avant qu'on les utilise dans n'importe quel code. Sauf peut-être en Python, mais ça, on n'en parle pas. OK. Bon, arrivons-y au graphe maintenant. Puis, c'est une section qui s'appelle graphe parce que c'est un peu la structure qu'on avait quand on avait commencé à faire la formation TIGS. Mais en fait, ce qu'on va voir, ça va être un peu plus général dans le sens où les concepts qu'on va utiliser vont être souvent utilisables en dehors des concepts des graphes parce que c'est là où justement on va créer non seulement des lignes dans le vide, mais on va créer des objets qu'on va pouvoir mettre en lien les uns avec les autres. Ça, c'est super pertinent parce qu'on veut normalement que quand on fait un petit ajustement à notre figure, ben, le reste des objets suivent autour aussi. Là. Donc, quand on parle de graphe, on parle toujours de nœuds et d'arcs. Donc, on va commencer à voir comment faire les nœuds, puis ensuite, on va voir comment faire les arcs, puis comment les lier les uns avec les autres. Donc, pour faire un nœud, on utilise la commande node. Et puis, la commande, c'est toujours le même principe. Donc, node, ensuite, les options du nœud, de la même manière que quand on faisait draw, on rajoutait des options. Ça va permettre de changer de quoi a l'air le nœud, dans le fond, donc c'est son apparence. Ensuite, on va lui donner un nom au nœud. Ça, c'est optionnel, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est souvent très utile, donc de donner un nom au nœud pour pouvoir y faire référence plus tard, qu'on va vouloir le mettre en relation avec d'autres nœuds, par exemple, pour créer les arcs. Et après ça, on va donner les coordonnées du nœud, donc at ses coordonnées, donc sa coordonnée en X, ses coordonnées en Y. Et après ça, entre accolades, on va mettre le texte qui va apparaître dans le nœud, mais c'est un texte qui peut être vide. Donc, il faut toujours mettre les accolades, mais vous pouvez mettre rien dans les accolades si vous voulez qu'il n'y ait rien qui soit mis dans votre nœud. Et on termine, comme d'habitude, par un point virgule. Donc, par exemple, si vous avez la commande node avec aucune option, mon nœud situé à 0,0 et entre accolades, j'ai mis ceci est un nœud. Votre nœud a l'air de ça, donc vous avez juste le texte ceci est un nœud, mais c'est considéré comme un objet de type nœud partie. Donc, vous voyez que pour l'instant, le nœud n'a pas l'air vraiment d'un nœud de graphe. Là. Il n'y a pas de bordure, il n'y a rien, mais on va pouvoir en rajouter par la suite. Donc, je vous présente en rafale les différentes options que vous pouvez avoir. Donc, pas obligé de retenir, évidemment, là, qu'est-ce que chaque option fait directement, mais vous allez savoir que ça existe. Vous allez pouvoir vous référer à ce document-là plus tard pour la voir. Donc, si vous voulez dessiner la bordure du nœud, il faut rajouter l'option Draw. Si vous voulez que votre nœud ait l'air d'un cercle, vous rajoutez Circle et vous rajoutez aussi Draw parce que si vous avez juste Circle sans Draw, ben, ça va être un cercle, mais vous allez avoir dessiné rien du tout, donc c'est moins utile. Si vous voulez que ça reste un carré, mais un carré avec les points ronds, on peut utiliser le Rounded Corners, qu'on a vu plus tard. Et si vous voulez vraiment être fancy, vous pouvez spécifier le rayon de courbure des points. Donc ici, j'ai mis des points de 3 points de rayon de courbure parce que je trouvais que c'était le plus joli. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre le égal à quelque chose. Vous pouvez juste mettre Rounded Corners, puis ça va utiliser la valeur par défaut qui est bonne ou pas bonne, dépendant de ce que vous voulez faire. Ensuite, bon, on peut changer la couleur en spécifiant la couleur. Puis là, vous remarquez que quand on change la couleur d'un nœud, ça va changer la bordure et le texte, mais ça ne changera pas le fond. Si vous voulez juste changer la couleur du texte, donc vous pouvez juste mettre texte égale une couleur, ça va le mettre dans la bonne couleur. Je pense que l'information avait été construite dans un template un petit peu différent parce que là, bon, le bleu, le changement de couleur de bleu Gérald à bleu normal est un petit peu subtil, mais ça a quand même changé la couleur. Vous pouvez aussi changer le background, l'arrière-plan du nœud en disant que fill est égal à la couleur que vous voulez. Ici, j'ai mis un rouge pâle ou un rose.
Vous pouvez changer l'épaisseur de la bordure du nœud en choisissant l'épaisseur que vous voulez. J'ai utilisé une des par défaut ultra thick. Mettre un pattern dans le nœud. Ça, c'est très utile. Donc, souvent, quand on va dessiner un graphe, on a toujours l'impression que nos nœuds sont trop gros parce qu'il y a le texte, puis ensuite, Tix va rajouter une petite bordure autour entre le texte et puis la bordure du nœud. Puis des fois, ça fait que les nœuds sont beaucoup trop gros pour être utilisables dans un graphe. Donc, vous pouvez mettre inner set, donc la séparation intérieure et un certain nombre de points. Ça va changer cette séparation-là. Un point, ça fait en sorte que ça va être très proche. Si vous mettez 0 point, ça va être trop proche à mon avis. Là. Ça veut dire que la bordure va toucher votre texte. Ça, je ne le recommande pas, mais bon, c'est à vous de voir. Puis après ça, ben, vous pouvez, je pense que par défaut, ça doit être quelque chose comme 3 points ou 4 points, quelque chose comme ça. Donc, à vous de voir comment vous l'ajustez. Et finalement, ben, vous pouvez choisir une grandeur minimum de nœud, donc minimum height, ou vous pouvez aussi mettre minimum width pour la largeur. Ça, je l'utilise beaucoup quand je vais avoir des nœuds de taille égale, même si le texte est de taille différente. Donc, si j'ai un très long texte dans un nœud, puis un plus petit texte dans un autre nœud, mais je veux que visuellement les nœuds aient la même taille, ben, je peux contrôler la taille, la largeur des nœuds, par exemple, avec ces options-là. Donc, ça peut être utile. Par exemple, quand vous décrivez un algorithme et vous voulez que toutes vos étapes soient de la même largeur là, dans votre flowchart de l'algorithme, par exemple. Donc voilà, puis bien, évidemment, comme on a vu, on peut mettre le nœud on peut mettre nos commandes sur plusieurs lignes. Donc, tant qu'on n'a pas atteint le point virgule, on continue la même commande. Puis ici, ça démontre comment est-ce qu'on peut faire pour mettre le texte d'un nœud sur plusieurs lignes. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vouloir fréquemment faire. Puis, c'est pas nécessairement facile si on connaît pas le truc, mais le truc, en fait, c'est d'utiliser l'environnement tabulaire. Donc, vous l'avez vu pour faire des tableaux, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre le contenu sur plusieurs lignes. Donc, avec begin tabular, end tabular, puis avec des double backslash pour changer de ligne. Ça permet de mettre le contenu sur 2 lignes, ce qui peut être très pratique dans certains cas. Voilà, donc ça, c'est pour les nœuds. Maintenant, on peut mettre les nœuds ensemble, en relation ensemble pour faire des arcs. Et puis, ben, la commande, en fait, on va réutiliser notre commande draw qu'on a vue dans la première section pour faire des arcs. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que la différence, c'est qu'avant qu'on avait draw, par exemple, quand on voulait dessiner une ligne, on mettait le point de départ et le point d'arrivée. Mais là, à la place, on peut mettre les noms des nœuds. Donc, on a donné des noms à chacun des nœuds. Par exemple, si j'ai 3 nœuds, N1, N2, N3, là, j'ai pas beaucoup de place sur ma diapositive, donc j'ai juste mis la commande pour faire le nœud 1, mais on imagine qu'on a des commandes similaires pour les nœuds 2 et les nœuds 3. Si je veux faire un arc ou un lien entre le nœud 1 et le nœud 2, je peux faire un draw de N1 à N2, puis ça va le faire automatiquement. Puis l'avantage que vous faites voir de ça, c'est que si vous décidez de modifier votre figure éventuellement, parce que bon, on fait toujours ça, on crée une première version de la figure, on veut la mettre à jour un peu, on veut changer les choses de place, ben les liens vont suivre automatiquement. Donc ça, c'est un très gros avantage par rapport à si on n'avait pas le système de nœuds, ben on n'aurait pas le choix de faire des cercles indépendants, puis après ça, de changer tout manuellement d'une fois à l'autre. Là, ça évite de faire ça. Puis ben, vous pouvez utiliser toutes les mêmes options qu'on a vues pour la commande draw dans la première section sur vos arcs aussi. Par exemple, ici, j'ai décidé de faire rouge et vous voyez la ligne. D'un côté, on va avoir une pointe de flèche de type diamant, donc diamond, et puis de l'autre côté, une pointe de flèche de type stealth, donc je mis stealth ici. Dernière chose sur laquelle je vais attirer votre attention qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, c'est si on veut une ligne qui va être cassée pour faire de manière perpendiculaire. Donc, par exemple, si du nœud 2 au nœud 3, disons que je veux pas une ligne directe, mais je veux faire une ligne comme ça, horizontale puis verticale, bien, il y a moyen de le faire automatiquement sans devoir calculer c'est quoi le point d'intersection ici. Donc, pour ça, à la place du 2 tirets, vous pouvez mettre tiret barre verticale et puis ça va faire horizontale puis verticale. Ou vous auriez pu mettre aussi barre verticale tiret pour faire, dans ce cas-ci, ça aurait fait une barre verticale puis ensuite une barre horizontale. Donc, ça peut être utile quand on veut avoir ce genre de choses-là, puis on ne veut pas nécessairement avoir à calculer le point d'intersection ici, ça le fait pour nous. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, peut-être? Rien dans le chat. OK. Donc, ici, c'est plus ou moins
pas un exercice, mais je voulais vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a vu pour améliorer certaines images. Donc, ici, vous avez un graphe, mais le graphe n'est pas très beau pour différentes raisons. On peut voir ici dans mon graphe, j'ai deux arcs qui vont, par exemple, de S1 à N11, mais les deux arcs, en fait, sont presque un par-dessus l'autre. Même ici, juste pour vous montrer qu'il y avait deux arcs différents, j'ai un peu triché, mais si vous les mettiez en temps normal, ils seraient littéralement un par-dessus l'autre, donc il n'y aurait pas moyen de distinguer que deux arcs. Une autre chose qui est pas belle dans le graphe, c'est qu'on voit qu'il y a plein d'arcs qui passent par-dessus le nœud N22, qu'on n'aime pas ça généralement quand il y a des arcs qui passent par-dessus des nœuds. Donc, bref, on cherche à améliorer la lisibilité de cette figure-là. Comment est-ce qu'on peut procéder? Donc, premièrement, une chose qu'on peut faire, bon, ça, c'est pas tant pour améliorer la visibilité, mais pour vous montrer que ça existe. Donc, il y a moyen de faire des boucles, donc des arcs qui vont boucler d'un nœud à lui-même. Pour ça, on peut utiliser la commande to parce que ça va être des options qu'on va rajouter sur l'arc en tant que tel. Donc, on dit qu'on va faire un loop et on peut choisir la looseness de la loupe pour voir à quel point elle va être circulaire versus verticale. Donc, quand on a une looseness de 20, ça donne ça, versus une looseness de 40, ça donne ça. Donc, je ne sais pas comment interpréter le paramètre de looseness, mais vous pouvez jouer avec pour avoir différents effets comme ça. Donc, il y a une différence aussi entre loop et loop above. Donc, vous voyez ici, quand on avait loop normal, ça faisait une courbe dans le sens anti-horaire versus loop above qui faisait une courbe dans le sens horaire. Donc, on peut jouer avec ça. Et loop below, ça va faire une courbe vers le bas aussi. Voilà. Ensuite, si je veux avoir cet effet-ci, c'est-à-dire que quand j'ai deux arcs parallèles un à l'autre, j'en veux un qui soit un peu plus courbé pour qu'on puisse facilement distinguer qu'il y a deux arcs. On peut encore, avec la commande to, rajouter l'option bend left pour que ça courbe vers la gauche. Et puis ça, par défaut, ça va faire quand même une bonne job en général. Ça va faire une courbure qui est raisonnable. Il y a moyen de faire bend right, évidemment, si vous voulez que ça courbe dans l'autre sens. Et là, je l'ai fait aussi pour, par exemple, il y avait un arc qui allait de S1 à N22, mais qui n'était pas facilement visible, donc on peut utiliser bend left pour le faire. J'ai fait ça pour deux autres arcs aussi. Puis là, vous voyez ici, quand j'utilise bend left pour l'arc de N13 à N31, ben, ça fonctionne, mais ça croise peut-être un petit peu trop d'arc à mon goût. J'aimerais ça, normalement, avoir une courbure qui va juste passer entre le 2 N22 et cet arc-ci. Donc, il y a moyen de spécifier en paramètres à quel point est-ce qu'on veut qu'il y ait une grosse courbure. Donc, plus on met un grand chiffre, plus ça va courber. Ici, j'ai mis 10, puis ça va fonctionner. Donc, on va jouer avec le paramètre. Je pense que le paramètre par défaut est de 30, mais je suis pas certain. Puis je pense que le paramètre devrait être interprété plus ou moins comme l'angle de sortie versus l'angle d'arrivée, mais c'est pas trop évident là, de comprendre ce que ça veut dire exactement. Ensuite, ces deux arcs-ci, donc j'ai pu utiliser le out et in pour les angles de sortie et angles d'entrée pour pouvoir contrôler ça un petit peu plus précisément pour avoir des courbures un peu différentes. Donc, pour l'arc de N31 à S2, un angle de sortie de moins 10 et un angle d'entrée de 135, puis pour l'autre, un angle de sortie de 0 et angle d'entrée de 90, par exemple. OK. Ça va jusqu'à présent? Ouais. Donc, les étiquettes, donc souvent, dans les graphes, vous avez des étiquettes soit sur les nœuds, soit sur les arcs pour indiquer qu'est-ce que chaque chose fait. Puis, on pourrait s'en tirer normalement en faisant juste rajouter des nœuds qui vont agir en tant qu'étiquette. Mais encore une fois, c'est pas très pratique. Si on déplace un nœud, il faut déplacer son étiquette en même temps. Puis, on voudrait s'éviter ce travail-là. Ben, il existe des moyens de faire ça. Donc, si vous avez un nœud puis vous voulez mettre une étiquette, on peut utiliser l'option Label et là, vous mettez la valeur que vous voulez avoir en étiquette. Donc, étiquette du nœud N1, ça va apparaître par défaut en haut, centré sur le nœud, c'est correct. Mais vous pouvez vouloir aussi le mettre un petit peu à une position différente. Donc, Label, et là, vous mettez égal et entre accolades, vous pouvez mettre différentes options. Premièrement, les options que vous allez avoir sur l'étiquette. Ici, j'ai choisi de le mettre rouge. Ensuite, un shift, ça c'est l'angle que l'étiquette va avoir par rapport au nœud, donc 45 degrés. Et
2 points, puis après ça, vous mettez la valeur de l'étiquette. Donc, il y a moyen de personnaliser l'étiquette aussi avec cette syntaxe-ci. Donc, c'est comme ça que j'ai eu une étiquette de F2 qui est à 45 degrés et qui est rouge, par exemple. Ensuite, donc, les étiquettes de nœuds, ça sert, mais un peu moins. Ce qui nous intéresse souvent, c'est des étiquettes d'arc. Par exemple, si vous avez un problème de plus court chemin, vous pouvez vouloir indiquer la longueur de chacun des arcs dans un réseau, ou toutes sortes de choses qu'on peut vouloir mettre. Donc, il y a moyen de le faire, puis c'est souvent ça qui va être utilisé même. Donc, je vous montre plusieurs manières de le faire. En fait, à chaque fois, ça va être des options qu'on va mettre à la commande draw. Donc, là, il faut faire la distinction entre si vous faites un arc avec la commande 2 ou avec la commande to, la syntaxe va être un peu différente. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Si vous utilisez la commande avec les doubles tirets, donc on fait draw et on fait notre pack de manière normale, c'est-à-dire le nœud de départ et le nœud d'arrivée. Et après, donc, avant le point virgule, vous rajoutez node. Donc là, je vous fais remarquer, c'est pas backslash node, il faut juste mettre node ici. Vous mettez les options du nœud et vous mettez après ça entre accolades la valeur que vous voulez avoir comme étiquette. Donc, ça mélange un peu la syntaxe de draw et la syntaxe de node pour rajouter, dans le fond, un nœud qui va agir en tant qu'étiquette. Et après ça, ben, il y a différentes options que vous pouvez mettre pour choisir de quoi va avoir l'air l'étiquette. Donc, par exemple, pour la position de l'étiquette, on peut commencer ici. Donc, on peut choisir de mettre very near start, donc près du nœud de début, near start, near end, very near end. Donc, dépendant de la position que vous voulez avoir. Si vous voulez que ce soit au milieu, vous pouvez mettre midway aussi. Si vous voulez que l'étiquette apparaisse au-dessus de l'arc, vous pouvez mettre above. Si vous voulez que l'étiquette apparaisse en dessous de l'arc, vous pouvez mettre below. Je pense que c'est pas représenté dans la figure, mais que ça fonctionnerait. Vous pouvez le mettre à gauche ou à droite avec left ou right. Vous pouvez décider de mettre l'étiquette en angle avec le même angle que votre arc avec slope. Donc, l'étiquette va avoir le même angle que ce que vous avez. Vous pouvez avoir une rotation arbitraire de votre étiquette avec rotate égale un certain nombre d'angles. Vous pouvez mettre votre étiquette à l'échelle avec scale. Et vous pouvez choisir la position précise de votre étiquette. Donc, si, par exemple, les options very near start, near end, ou very near end, ou midway ne vous satisfont pas, vous pouvez choisir la fraction à laquelle vous voulez que votre étiquette apparaisse avec pos égale une certaine valeur entre 0 et 1. Donc, 0.2, ça apparaît à 20% au début, 0.5 au milieu, puis 0.7 à 70%. C'est bon. Parfait. Je pense qu'on est rendu quand même assez loin dans la formation que ce serait le moment de prendre une pause. On peut peut-être prendre un 15 minutes de pause, puis on va revenir pour le reste. OK, on va recommencer. Donc, avant la pause, on avait vu comment les arcs fonctionnaient, comment les étiquettes d'arcs fonctionnaient. On va voir un dernier détail, parce que bon, quand on fait des images, c'est toujours des détails qu'on essaie d'ajuster. Si vous remarquez, les arcs, par défaut, ils vont toujours passer d'une ligne qui part du centre du premier nœud au centre du deuxième nœud, mais la ligne qui va s'arrêter aux bordures respectives de chacun des nœuds. Donc, c'est toujours comme ça que ça va fonctionner. Mais il y a moyen de changer ça si on veut, avec ce qu'on appelle les ancres. Donc, chaque nœud va avoir tout un ensemble de points de coordonnées spécifiques qui sont les ancres. Et on peut faire des liens en spécifiant à partir de quel point de chaque nœud jusqu'à quel point de chaque autre nœud. Donc, pour les ancres, ça fonctionne beaucoup avec les coordonnées géographiques de nord, sud, est, ouest, nord-est, etc. Donc, pour chaque nœud, on a le nord, le sud, l'est et l'ouest, qui sont évidemment en haut, en bas, à droite et à gauche, respectivement. On a aussi nord-ouest, par exemple, qui est le point supérieur gauche. On peut aussi faire référence au centre du nœud avec le nœud en utilisant le point center. On peut aussi faire référence à un angle spécifique du nœud, par exemple n.30, pour dire qu'on veut être à 30 degrés par rapport au centre du nœud. On peut aussi faire référence au texte du nœud, donc ça va donner, je crois, le point inférieur gauche du texte. Et donc, vous voyez, on peut utiliser ça comme point d'ancrage pour les différents arcs. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que, par exemple, si je veux avoir un arc qui va du coin supérieur droit de N3 jusqu'à N2,
Donc, ce serait cette ligne-là ici. Donc, je vais faire un draw et là, au lieu de juste spécifier le nœud N3 au nœud N2, je veux dire que je vais être du nord-est de N3, donc N3.northeast jusqu'à N2.west, donc à l'ouest de N2. Et je peux m'amuser comme ça à choisir les différents points. Vous voyez que si je m'en vais, par exemple, du sud-est de N3 jusqu'au centre de N1, là, à ce moment-là, la ligne va rentrer à l'intérieur du nœud pour aller continuer jusqu'au centre. Donc, ça, c'est l'exception qui fait en sorte que, justement, des fois, la ligne peut passer à travers la bordure du nœud comme ça. Donc, il y a moyen de jouer avec ça. Puis, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, mais des fois, c'est utile quand même de l'avoir. Un exemple, je pense, c'est quand on travaille, par exemple, avec des workflows, des flowcharts pour des algorithmes, par exemple. Des fois, on peut vouloir que un arc sorte d'une opération avec un certain angle ou d'un certain endroit pour aller vers un certain autre endroit, juste parce que c'est une signification spéciale ou parce que ça fait que la figure est plus belle comme ça. Parfait. Prochaine section, c'est une section où on ne verra pas nécessairement comment dessiner de nouvelles choses, mais comment on peut se simplifier la vie avec différentes commandes qui vont nous permettre de définir, par exemple, des styles de nœuds qu'on peut utiliser pour ne pas avoir à changer la mise en page à chaque fois qu'on veut changer une petite chose. Donc, comment on fait pour se simplifier la vie? Alors, pour ça, on va procéder avec un exemple. Supposons qu'on essaie de reproduire cette figure-ci. Donc, on a une ligne de temps. Il était une fois une reine, un roi et une fin heureuse. Puis on veut refaire cette figure-là. Donc, la manière la plus simple de faire, ce serait qu'il faudrait dessiner premièrement une flèche pour toute la ligne de temps. Ensuite, il faudrait dessiner les barres verticales avec les chiffres en bas, une à une. Puis ensuite, il faudrait qu'on spécifie chacun des nœuds. Donc, il était une fois, une reine, un roi et la fin heureuse. Puis que pour chacun des nœuds, on lui donne ses attributs de couleur et de bordure, et etc. Puis ensuite, on dessine les notes. Ce serait ça la manière typique de faire, mais ça commencerait à être long parce que vous voyez, juste cette ligne verticale demanderait une commande spéciale. Puis ensuite, ben, si je veux changer un peu le style de nœud, il faut que je le change à chaque fois dans chacun des nœuds. Donc, on veut essayer d'éviter de faire ce genre de choses-là. Alors, premièrement, ben, on va commencer à faire des choses un petit peu plus, je dirais, de style de programmation, dans le sens où on va pouvoir, premièrement, définir des variables ou définir des constantes qui vont nous aider. Par exemple, ici, je définis la constante h et qui vaut 0.1, puis ça va me permettre de définir l'épaisseur que mes petites lignes ici vont avoir. Comme ça, je lis dans une constante, je n'aurai pas à le changer partout dès que je veux changer cette épaisseur-là. Je peux juste le changer une fois, puis ça va s'adapter automatiquement. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser des boucles for qu'on peut utiliser pour faire des dessins. Et puis la syntaxe, c'est toujours la même. Donc, backslash for each. Et là, un certain symbole qui va servir de variable de boucle. Donc, ici, i, backslash i. Et là, in, puis je mets un ensemble entre accolades. Puis si on met des trois petits points, ils vont comprendre qu'on va par saut de 1. Donc, pour tous les entiers de 0 jusqu'à 11 ici. Et là, pour tous les entiers de 0 jusqu'à 11, je vais dessiner mes petites barres verticales. Donc, je vais dessiner de I à H jusqu'à I à moins H. Donc, de la partie supérieure à la partie inférieure. Puis on voit que H est utile comme ça parce que je vais pouvoir, après ça, changer la longueur comme je veux pour arriver à mes fins. Et le I va s'adapter parce que pour I est égal à 0, je vais avoir une ligne ici. Pour I est égal à 1 ici, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et ensuite, à la fin de ma commande, je vais rajouter une étiquette pour cette ligne-là. Donc, je vais avoir Node below parce que je veux que mon chiffre apparaisse en dessous de ma ligne. Et je veux que mon chiffre dise I, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à 11 comme ça. Donc, avec une commande for each en essentiellement une ligne, en fait deux, si on a cassé la commande sur deux lignes, ben, on a été capable de dessiner toutes nos barres verticales en un seul coup. À noter, dans la commande for each, si on avait voulu mettre plusieurs choses, il y aurait eu moyen avec des accolades. Donc, je peux peut-être vous le montrer. Parce que j'ai l'exemple qui était chargé ici. Donc, ça, on peut effacer ça maintenant.
OK, donc vous avez ici la commande for each là, qui est la même que... Bon, je vais peut-être grossir un peu. Donc, premièrement, on peut voir que si je change la longueur de hash, donc de 0.1, je vais le mettre à 0.5 par exemple, ben, ça s'adapte automatiquement, puis les lignes deviennent plus grandes. Donc, ça, c'est quelque chose de bon. Mais là où je voulais en venir, c'est que si dans mon for each, je voulais mettre plusieurs commandes, comme par exemple, si je veux mettre, je sais pas, on peut vouloir mettre une autre barre horizontale au bout de chacune des petites barres. Donc, je peux mettre des accolades, puis tout ce qui est en accolade va être considéré dans mon for each. Donc, par exemple, là, je vais essayer de faire quelque chose. OK. Je vais faire, disons que je vais mettre une petite barre verticale en haut ici, là, à chaque fois. Donc, je vais faire draw de, il faut que je fasse des mathématiques. Ça va être backslash i moins h. Je vais réutiliser mon h. Moins backslash h. Virgule backslash h. Et on va jusqu'à backslash i plus backslash h. Virgule backslash h. Point virgule. On va espérer que ça fonctionne du premier coup. Et là, ça fonctionne, mais ça a l'air un peu bizarre juste parce que j'ai mis une trop grosse valeur de backslash h. Donc, si on revient à 0.2, par exemple. Donc, vous voyez, ça met des petites barres verticales comme ça ici. Puis, on pourrait mettre d'autres commandes. Donc, si je voulais mettre une petite barre verticale aussi dans le bas, je pourrais faire une autre commande. Puis, tant que ça reste à l'intérieur de mes deux accolades ici, tout ça va être considéré dans le for each. Donc, ça peut être utile là, si on veut avoir des choses un peu plus complexes. Puis là, si je voulais faire ça, ce serait des moins h. Puis, en passant, on peut faire des mathématiques simples quand on veut calculer des coordonnées de nœuds. Si on voulait faire des mathématiques plus complexes, il faudrait inclure des packages spéciaux pour ça. Là, je me souviens plus par cœur ce qu'il faudrait faire, là, mais on pourrait regarder ça après s'il y a des questions par rapport à ça. Mais il y a moyen de faire des mathématiques plus compliquées là, avec des racines carrées et autres, mais il faut inclure un package de LaTeX spécial pour pouvoir faire ça. OK, donc voilà comment on peut utiliser les for each. On va voir un autre exemple un peu plus compliqué tantôt. De retour à la présentation. Maintenant, ben, pour les nœuds, ben, on n'a pas vraiment le choix de créer chacun des nœuds indépendamment parce qu'on veut les placer à des endroits spécifiques. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on peut définir des styles de nœuds. Donc, avec la commande backslash style, entre accolade, on met le nom de notre style qu'on va pouvoir utiliser un peu partout. Et là, après ça, on met égal, puis entre les crochets, on met les différents attributs qu'on veut que tous les nœuds du même style aient. Comme par exemple, je veux que mes nœuds de style événement, donc ces 4 nœuds-là, soient remplis bleu, mais un bleu pâle, et puis aient une police de caractère large, donc avec un font qui est égal à backslash large. Et après ça, pour chacun de mes nœuds, ben, je vais utiliser événement comme paramètre, et puis ça va reconnaître que je veux utiliser le style événement, puis ça va appliquer tous les paramètres que j'ai voulu inclure. Vous remarquez, par exemple, que le dernier nœud ici n'est pas bleu, il est rose à la place. C'est parce qu'il y a moyen de passer par-dessus les paramètres qu'on avait définis dans le style en les redéfinissant par la suite. Donc, si par la suite, je dis que ce nœud-là spécifiquement, je veux qu'il y ait tous les attributs d'un événement, mais je veux pas que le fond soit bleu, je veux qu'il soit rose, ben, je peux mettre fil égal à pink, puis ça va passer par-dessus que j'avais mis avant. Donc, il faut faire un peu attention à l'ordre dans lequel on va mettre les paramètres parce qu'ils vont se chevaucher les uns les autres. Donc, par exemple, si j'avais décidé de mettre fil est égal à pink avant événement, ben normalement, ça devrait avoir aucun effet parce que la commande fil va être surpassée par ce qui est défini dans événement. Donc, on peut voir ce que ça donne. Puis, effectivement, vous voyez que ça marche pas si on le met comme ça. Donc, il faut vraiment le mettre dans le bon ordre. Donc, typiquement, on va mettre le style, puis ensuite, on va mettre les choses qui viennent contredire le style par la suite. Aussi, là, pour les besoins de la présentation, on a défini le style au milieu de notre figure, mais une bonne pratique, évidemment, c'est de définir tous les styles au début. Comme ça, ils ont déjà été définis, puis on n'a pas à se casser la tête.
Si on définit des styles au milieu, ben, le problème, c'est que des fois, on va vouloir mettre des nœuds du même style avant, puis là, ben, ça ne marchera pas, puis c'est compliqué à déboguer. Bon, j'attire votre attention ici aussi sur le fait qu'on a encore défini une nouvelle constante Z qui est égale à 2. Et ça, c'est parce qu'on veut que tous les nœuds soient à la même hauteur par rapport à la ligne du temps. Donc, on a choisi 2, mais souvent, on n'est pas sûr exactement c'est quoi la vraie valeur qu'on veut avoir. Donc, on le met dans un paramètre, puis après ça, on va pouvoir le changer au fur et à mesure. Par exemple, si je trouve que c'est trop proche et je veux l'éloigner, plus tard, je vais pouvoir changer Z pour 3, puis ils vont tous être à 3 d'écart. Versus, si je n'avais pas défini de constante, il aurait fallu que pour chacun des nœuds, un par un, j'allais changer la valeur, puis c'est moins pratique de faire ça. OK. Puis après ça, pour définir mes flèches, ça, j'ai défini un autre style pour les flèches. Je veux que mes flèches soient de style flèche et puis qu'elles soient very thick, donc très épaisses. Et après ça, j'utilise les commandes draw qu'on a vues, en incluant à chaque fois que c'est une flèche, c'est-à-dire que ça va avoir toutes ces options-là. Ici, comme ça, mes flèches sont toutes uniformes. Puis si je voulais changer mon style de flèche, je peux le faire en changeant seulement le style plutôt que changeant les attributs un après l'autre. Puis ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'on pourrait faire une finition. Puis vous pouvez imaginer que c'est très facile d'avoir cette finition-là en changeant les attributs seulement de mes styles d'événements et de flèches plutôt qu'en y allant un à la fois. OK, maintenant, une autre chose qui est utile, c'est quand on fait des présentations comme je fais aujourd'hui, on peut vouloir animer notre TIGS pour que certaines choses apparaissent et disparaissent à certains moments. Puis, vous m'avez vu le faire plus tôt quand on a fait l'exemple où on avait un graphe qu'on voulait améliorer la lisibilité, donc c'est ce que j'ai utilisé. Pour ça, on peut utiliser les fonctions only et uncover qui sont communes à Beamer, donc on peut l'utiliser à l'intérieur de notre TIGS, puis ça va fonctionner. Donc, par exemple, si je veux que le « il était une fois » apparaisse seulement sur la deuxième, comment on appelle ça, le deuxième frame de ma diapositive, bien, on peut mettre only 2, puis dans notre accolade, on met tout ce qu'on veut qui apparaisse sur le deuxième frame seulement. On veut que une reine apparaisse sur le troisième, donc c'est ce qu'on fait aussi. Quatrième, un roi, puis cinquième, fin heureuse. Mais vous avez peut-être vu, il y a peut-être un petit défaut dans ce que j'ai fait, qui est que là, notre texte commence à bouger un peu partout à mesure qu'on rajoute des événements, puis on aimerait peut-être que l'espace soit réservé d'avance pour notre figure. Alors, à ce moment-là, on peut utiliser le uncover. Donc, la différence entre only et uncover, là, je rentre peut-être un peu dans le Beamer plutôt que juste le TIGS, mais la différence entre le only et le uncover, c'est que quand on utilise only, il va recalculer l'espace à chaque fois qu'il dévoile des nouvelles choses. Bien sûr, sur le uncover, il prévoit déjà l'espace pour tous les éléments, mais il va découvrir, d'où le nom uncover, les événements, les éléments un par un. Donc, avec le uncover, vous voyez, mon espace est déjà planifié pour ma ligne de temps, mais je rajoute les choses une à la fois, puis le reste du texte ne bouge pas. Donc, ça peut être utilisé, l'un ou l'autre peut être utilisé dépendant de l'effet qu'on veut avoir, en fait. C'est bon? Parfait. Deuxième exemple. Donc, un exemple typique où on veut faire un réseau, par exemple, avec certains arcs d'entrée, certains arcs de sortie. Mettons qu'on a un problème de flow à modéliser. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Premièrement, il faut définir les nœuds. On n'a pas le choix. Mais encore une fois, je peux définir un style pour chacun de mes nœuds pour qu'ils soient vraiment tous uniformes, que ce soit facile à bien définir. Et j'ai défini aussi une certaine hauteur parce que je veux, par exemple, que mes nœuds ABC soient tous sur la même ligne, mais je ne sais pas exactement à quelle hauteur ça va être beau. Donc, j'ai défini, par exemple, \HA pour la ligne sur laquelle le nœud A va être, j'imagine. Et voilà, donc on a défini nos nœuds. Il n'y a rien de nouveau vraiment par rapport à ça. Ensuite, on peut définir les arcs d'entrée et de sortie. Puis, j'ai défini séparément parce que, dans ce cas-ci, les arcs d'entrée sont rouges, les arcs de sortie sont bleus. Mais je peux quand même utiliser la commande for each pour simplifier la vie, pour avoir seulement, ici, 2 lignes au lieu de 3. Donc, on sauve quand même un peu d'espace. Et puis, peut-être une différence par rapport à ce qu'on a fait tantôt, c'est que dans les arguments, au lieu d'être des chiffres comme j'avais avant, ici, j'ai mis des lettres qui vont correspondre au nom que j'ai donné au nœud. Donc, le nom que j'ai donné à ce nœud-là, il y a le texte du nœud qui est B, mais non seulement ça, j'ai donné le nom B au nœud, donc ici.
Donc, on peut utiliser des références de nœuds comme ça aussi dans les for each. Ça peut nous aider. Une autre chose que je fais ici, c'est que vous voyez, les petites flèches vont toujours monter à plus ou moins 45 degrés. Ils vont tous être égales les unes avec les autres. Donc, pour pas avoir à nécessairement faire le calcul à chaque fois de l'emplacement d'arrivée d'une flèche, on peut utiliser des positionnements relatifs. C'est-à-dire que ici, je vais dessiner du nœud N, donc N qui va prendre tour à tour les valeurs de B, C et D, jusqu'à, là, je fais tiret, et je fais plus pour dire que je suis en coordonnées relatives. Donc, le nœud d'arrivée va être à plus 0,5 en X et plus 0,8 en Y. Donc, ça va toujours calculer les coordonnées relatives au nœud. Comme ça, j'ai pas à faire le calcul à chaque fois, puis ça va s'ajuster automatiquement au nœud auquel je suis. Donc, on peut utiliser ça. À noter que c'est toujours la commande tiret, plus, même si on veut aller dans le sens inverse. À ce moment-là, si on veut aller dans le sens inverse, il faut mettre des moins dans les coordonnées d'ajustement. Donc, c'est juste ça la syntaxe. Ensuite, ce qu'on veut rajouter, donc si on retourne à notre figure initiale, on aurait plein d'arcs qui sont entre les différents nœuds. Puis, idéalement, on ne voudrait pas les rajouter un par un parce que ça commence à être lourd là, de rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Donc, on va encore pouvoir utiliser une boucle for each. Et là, la différence, c'est qu'on peut avoir des for each avec 2 arguments ou même 3 arguments, le nombre d'arguments qu'on veut. Il y a peut-être une limite à 9, mais vous vous rendrez jamais là de toute manière. Donc, on peut utiliser des for each avec 2 arguments. La syntaxe, c'est for each backslash le premier argument, donc backslash A parce que ça, on va utiliser backslash A pour y faire référence. Ensuite, slash pour dire qu'on passe au deuxième argument et backslash B pour définir le deuxième argument. Et là, dans le in, donc entre les accolades, il faut toujours mettre premier argument slash deuxième argument. Puis à ce moment-ci, ben, mon premier argument, ça va être toujours le nœud de départ et le deuxième argument, le nœud d'arrivée. Ça me permet de définir comme ça tous les arcs de mon réseau en une seule barre, en 2 lignes comme ça. Donc, je veux un arc de A à B, de B à C, de E à F, etc. Ça permet aussi de bien gérer les arcs. Donc, si je veux en enlever ou en rajouter, ben, j'ai juste cette liste-là à gérer plutôt que d'aller regarder dans toutes mes commandes la tech laquelle correspondait à l'arc que je voulais. Donc, ça peut aider comme ça. Et après ça, dans la commande draw, ben, je draw du premier nœud au deuxième nœud. Puis, on va remplacer toujours par les arguments. Donc, ça va se faire comme on veut, dans le fond. Même dans les options, on pourrait utiliser des options pour personnaliser un peu ce qu'on veut faire. Donc, je ne sais pas si je l'ai chargé dans mes exemples. Ah non, je ne l'ai pas. Je vais voir si je peux le copier rapidement. Ah, ça va être trop long, malheureusement. OK. C'est-tu OK, bon, je vais laisser faire, mais on pourrait utiliser aussi les arguments pour personnaliser un peu chacun des nœuds. Donc, si, par exemple, chacun des arcs. Si, par exemple, dans ces arcs-ci, il y avait certains arcs que je voulais qu'ils soient pleins et puis certains arcs qui soient pointillés, ben, je pourrais inclure un troisième argument qui correspondrait au style d'arc que je veux avoir. Donc, par exemple, j'aurais backslash A, slash backslash B, slash backslash C. Et le C correspondrait à quel type d'arc est-ce que je veux avoir. Donc, je pourrais mettre dotted ou dashed pour si je veux que ce soit en pointillé ou en dash. Puis je pourrais rajouter cet argument-là dans mes options. Donc même, ça peut être vraiment n'importe quoi qu'on met comme argument. Des fois, on peut l'utiliser pour la personnalisation. Si on veut que certains axes soient rouges, certains axes soient bleus, on peut inclure la couleur dans les arguments. Bon, à un certain point, faut voir un peu c'est quoi qui est le plus efficace entre personnaliser chacun des arcs qu'on met dans un for each ou bien non juste écrire les commandes d'arcs l'une après l'autre. Ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Mais sachez qu'il y a moyen de faire ça aussi. Bon, puis après ça, on a juste rajouté les entrées et sorties. C'est pas, c'est rien d'intéressant là, par rapport à ce que je voulais montrer dans cet exemple. Des questions? OK, donc en résumé, pour se simplifier la vie, on peut utiliser les coordonnées ici. Hop, ça, on ne l'a pas montré. On peut utiliser les nœuds, on peut utiliser apparemment aussi des coordonnées. Ça, honnêtement, c'est
Je l'utilise rarement. J'avais même oublié que ça existait avant de le lire maintenant. Mais on peut probablement définir des coordonnées si on veut faire référence sans nécessairement que ce soit un nœud en tant que tel. Donc, ça peut être utile là, pour réutiliser certaines coordonnées. Bon, on peut définir des styles, définir des variables ou même des nouvelles commandes. Donc, il y a toujours l'option New Command, qui est une commande de LaTeX générale qui peut servir à définir des commandes LaTeX plus spécifiques si vous voulez réutiliser des bouts de code. Là. Donc, je me souviens, dans un des... déjà fait un examen en algorithmique, puis je voulais montrer des choses en résolvant des sudoku, mais je voulais que les différents niveaux de sudoku soient dans un graphe. Donc, j'avais fait une commande spéciale pour faire une grille de sudoku avec des chefs dedans, par exemple, puis ça avait été très pratique pour moi. Donc, le new command peut être aussi utilisé pour donner des commandes de LaTeX. Coordonnées relatives. Bon, faire afficher la grille, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dont j'ai pas vraiment parlé. Si vous avez de la misère à positionner les différents éléments de votre figure, il y a toujours moyen d'afficher la grille temporairement, comme on a vu au début avec la commande grid. Puis, ça va vous donner des points de référence qui vont vous aider à positionner les différentes choses. Puis ensuite, vous pouvez enlever la grille une fois que vous avez terminé si vous ne voulez pas l'afficher. Et utiliser les boucles for each. Dans la dernière section qui s'appelle la puissance de TIGS, ben, c'est un peu un ramassis de différents autres outils qui rentraient pas vraiment dans les autres sections, donc qui peuvent vous être utiles ou non. Entre autres, à la fin, on va voir comment dessiner des graphiques 2D ou 3D avec des fonctions, le genre de choses dont j'ai pas encore parlé, mais qui peut être l'autre utilité qu'on veut avoir dans TIGS. Puis différentes autres choses. Donc, on va y aller un peu un après l'autre. Donc, c'est pas mal du variant. Bon, si on veut faire des accolades, ce genre de choses qu'on peut vouloir faire des fois, même des fois dans des équations, je l'utilise quand on veut démontrer qu'est-ce que fait, par exemple, chacune des parties de l'équation, on peut utiliser ça. Donc, pour faire des accolades, il y a, bon, il faut premièrement utiliser la librairie de TIGS, donc use TIGS library decoration.pathreplacing pour que ça marche. Puis après ça, en utilisant la commande draw, on peut utiliser l'option decorate. Et on veut que la décoration soit une brace. On peut choisir l'amplitude de la décoration, c'est-à-dire la hauteur que l'accolade va avoir. Et le brace, c'est de quelle hauteur on va être décalé par rapport au nœud en tant que tel. Et là, on va dessiner, on va utiliser justement les notations d'ancrage qu'on a vu plus tôt. On va voir une accolade qui va de ici jusqu'à ici. Donc, du nord-ouest de N1 jusqu'au nord-est de N2, par exemple. Donc, voici comment faire une accolade. Mais des fois, il faut faire attention aussi, parce que si j'avais voulu une accolade comme ça ici, mais juste l'accolade normale aurait fait une accolade vers le haut. Ça, c'est pas ça qu'on veut, on veut une accolade vers le bas. Donc, pour ça, il y a l'option Mirror pour dire qu'on la veut en version miroir, donc dans l'autre sens. Et même chose pour de gauche à droite, on peut utiliser le même principe. Insérer une image. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut vouloir faire, c'est sûr. Donc, dans notre image TIGS, on peut vouloir insérer une autre image qui vient d'ailleurs, donc en JPEG ou PNG. Par exemple, dans un cours de cryptographie, on a Alice qui parle à Bob et il y a Eve qui écoute. Donc, comment on fait pour inclure des images? Ben, en fait, dans les nœuds, quand on définit les nœuds, au lieu d'un texte dans le nœud, on peut inclure une image avec la commande include graphics, comme on ferait dans notre texte normal. Puis ça permet d'inclure les images de la manière qu'on veut, comme ça. On peut choisir la largeur des images, etc. Ensuite, bon, arc de forme arbitraire, ça revient un peu à ce que je vous avais dit tantôt, là, quand on avait un exemple super compliqué avec une grosse courbe, puis il y avait une page complète de comment la tech pour y arriver. Il y a moyen de faire un petit peu plus simple si on veut un arc de forme arbitraire. Donc, tout ce qu'il faut faire, il faut spécifier différents points par lesquels notre arc va passer avec la commande draw. Puis avec la commande draw, on peut faire, justement, dans les options, donc, on va utiliser plot, puis on va dire qu'on veut que ce soit smooth pour que ce soit lisse. Et on choisit une option de tension. Tension, ça va définir à quel point les angles vont être aigus, je pense, dans la courbe. Là, c'est un paramètre qui va déterminer un peu la forme de la courbe. Puis ensuite, on définit les différentes coordonnées par lesquelles notre courbe va passer. Donc, coordinate, c'est là, en accolade, on fait une liste de coordonnées. Donc, on va passer de ici à là, là, et là. Et ça va faire ça dans une courbe ici. Oui? Oui, bien sûr.
Là, ici, est-ce que vous auriez ajouté un nœud pour Justin? Oui, donc il y aurait un nœud pour le beau, un nœud pour Justin et un nœud pour le mignon. Puis, pour être certain, si on va dire qu'on avait juste voulu mettre le go au centre de l'image, de la boîte bleue, Oui. Est-ce qu'on avait besoin de définir un nœud à tout prix? Parce que j'avais fait quelque chose de semblable, puis j'avais pas mis de nœud. Puis ça me mettait tout le temps comme en dessous de cryptographie. Donc, la boîte bleue, ça, c'est un nœud en tant que tel. Ouais. C'est juste dire, je veux une image au centre comme ça. C'est une bonne question. Moi, j'utilise généralement des nœuds juste parce que c'est une bonne pratique, je pense, mais on peut le tester. Ça va me prendre pour ça une image quelconque. On va aller dans Google Images, chercher. On va prendre une image de logo pour faire comme dans. Allons-y pour celle-là. Enregistrer l'image sous. Après ça, on peut rajouter l'image ici. Donc, OK. Puis, si on revient à notre truc principal, on va commencer par faire une image normale. Donc, et puis là, on disait qu'on avait un gros rectangle. Juste pour faire quelque chose de très semblable. Donc, rounded corners, on va avoir des courbes rondes comme l'autre. Et puis, on va avoir disons, 0, 0 à 8, 4. Donc, premièrement, est-ce que ça donne un beau rectangle? Ça, non, ça ne marche pas parce que j'ai pas mis de point virgule. OK, allons-y. Ça ne marche pas parce que... Faut mettre le rectangle? Oui, parce qu'il faut mettre rectangle, merci. OK, puis là, si on veut juste inclure une image, comment ça marche? Donc là, tu disais juste, on fait Include Graphics ici. Oui, c'est ça, je me dis. Puis on va voir, donc c'est... Donc effectivement, ça semble marcher. Puis on peut mettre... Oui, donc ça semble marcher. Là, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour l'inclure à un endroit spécifique dans l'image. Ça semble le mettre en bas, toujours en bas à gauche. Mais après ça, il y aurait peut-être moyen, probablement que ça le centre en 0, 0, donc il y aurait peut-être moyen de dire que notre rectangle, on veut le décaler vers la gauche, donc on veut le mettre de moins 4 à 4. Puis, on voit que ça a marché pour déplacer l'image. Donc là, ça veut dire qu'il va toujours mettre les images probablement centrées en 0, 0 ou quelque chose comme ça, mais juste comme ça, on a moins de contrôle sur l'emplacement où va se trouver l'image. Si on avait un nœud, là, on pourrait peut-être plus facilement le mettre, mais effectivement, ça marche. Donc, on en apprend tous les jours. Super. OK. Donc, voilà. Donc, acte de forme arbitraire. Donc, utile dans certains cas, pas nécessairement toujours, mais il y a moyen de le faire. Puis après ça, il y a moyen de contrôler aussi un peu l'allure de la courbe en changeant le fameux paramètre de tension. Donc, si on met une tension de 0,2, ça donne des angles un petit peu plus aigus versus le 0,7 ici. Si on met une tension de 2, là, ça fait un peu n'importe quoi parce que je pense que techniquement, il faut mettre des valeurs entre 0 et 1, mais apparemment, les valeurs plus grandes que 1 fonctionnent aussi, même si ça donne des choses bizarres. Construire un arbre, donc il existe des fonctions spéciales pour construire des arbres. Je les ai déjà utilisés par le passé, mais honnêtement, maintenant, je trouve ça plus facile de juste définir les nœuds indépendamment puis de les relier ensemble. L'avantage de la librairie pour construire un arbre comme ça, c'est que ça va positionner les nœuds fils automatiquement. Donc, ça, c'est un des avantages, mais l'inconvénient, c'est qu'on perd peut-être un peu de flexibilité, j'ai l'impression. Mais bon, sachez que ça existe. Un autre avantage de construire des arbres, je crois, c'est que donc, bon, il y a moyen, quand on fait ça, de mettre des étiquettes sur
les edges, donc les arêtes entre les différents niveaux. Il y a moyen de mettre des étiquettes à chaque endroit comme on veut. Il y a moyen aussi de définir des styles pour chacun des différents niveaux. Donc, ça, c'est un autre avantage peut-être. Ça permet d'avoir un positionnement qui est un petit peu plus automatique. Donc, par exemple, on peut dire qu'au niveau 1, on veut que le level distance, donc la distance avec le niveau supérieur, soit de 1,5 km, et le sibling distance, donc la distance avec les deux frères, soit de 6 cm, versus pour le niveau 2, ici, on peut avoir des paramètres différents. Donc, ça permet de donner des styles par niveau, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Ça permet de bien positionner automatiquement les nœuds. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça difficile à faire fonctionner en pratique parce que justement, on perd un peu le contrôle sur ce qui se passe des fois. Donc, voilà, sachez que ça existe, vous pouvez l'utiliser, mais dépendant de la situation, si vous avez quelque chose de plus compliqué, le faire à la main va peut-être être plus simple pour vous. Prochaine section, donc tracer des courbes et surfaces avec PGF Plot, qui est l'outil qui permet de faire ça. Donc, PGF Plot, ça permet de tracer des courbes, justement. Ça va faire automatiquement les axes qui vont s'adapter aux paramètres qu'on va lui donner. Et ça fait des graphiques en 2D et en 3D. Donc, pour l'utiliser, il faut qu'on inclue certains packages spécifiques. Donc, use package PGF Plot. Je suggère de prendre le mode compatibilité le plus récent. Donc, en mettant ça ici, ça va aider. Et si vous voulez faire des figures 3D, il faut mettre ce package-ci. Donc, TIGS-3D plan. Attention, il peut y avoir des conflits avec le package Babel si vous utilisez ça. Donc, ça se peut que vous ne puissiez pas avoir les deux en même temps. Ou qu'il faut faire attention dans l'ordre dans lequel on va mettre les différentes commandes pour que ça fonctionne. Là. Donc, je ne sais pas pourquoi ça cause des conflits, mais ça le fait. Donc, première méthode pour tracer une fonction, en fait, sans nécessairement utiliser PGFplot, il y a moyen de le faire directement. Donc, ici, j'ai dessiné des axes tout simplement avec la commande draw qu'on a vue là, au tout début, donc juste avec deux flèches. Et après ça, avec une autre commande draw, on peut spécifier un certain domaine, donc le domaine de 0 à 5. Et à la place de mettre juste une ligne ou un rectangle ou autre, on peut utiliser plot pour définir une courbe. Je vais revenir aux options par la suite. Puis après ça, ben, comme argument, on met une variable qui va être la variable dépendante, donc la valeur de x, et après ça, ben, la valeur de y. Donc, la valeur que l'axe des x va prendre et la valeur que l'axe des y va prendre. Ça marche de manière paramétrique, c'est-à-dire que \x va servir comme paramètre. Donc, ça va nous permettre de tracer des choses de manière paramétrique. Si on veut juste une fonction normale, style x et f de x, ben pour la coordonnée x, on met juste \x, puis pour la coordonnée f de x, on met la fonction qu'on veut avoir. Mais il y aurait moyen aussi d'écrire des choses de manière paramétrique. On va y arriver dans quelques instants. Ensuite, pour ce qui est de la fonction en tant que telle, c'est important de mettre ça entre accolades pour que ça marche, parce que c'est ça la syntaxe. Donc, si on ne met pas notre fonction entre accolades, ça se peut qu'il y ait que ça donne une erreur tout simplement. Dans les options, donc il y a samples qui est égal à 200. Ça, c'est le nombre de points qui va être utilisé pour tracer la courbe. Donc, plus vous mettez de points, plus la courbe va paraître lisse, mais plus ça va être long à calculer. 200, ça semble être bon pour un graphique comme ça. Le défaut, c'est 25, qui est peut-être un peu petit, surtout pour maintenant les ordinateurs qui sont assez bons pour pouvoir faire des calculs un peu plus gros. Il y a beaucoup de fonctions mathématiques qui sont déjà définies, donc racine carrée, cosinus, sinus, tangente, exponentielle, logarithme, etc. Donc, il y a moyen d'aller assez loin dans les fonctions qu'on va définir. Et justement, comme je dis, ça marche de manière paramétrique. C'est-à-dire que x agit pas nécessairement comme la coordonnée de x, mais agit comme paramètre. Je ne sais pas si je vais en parler plus loin. Il y a moyen de redéfinir qu'est-ce qui peut être utilisé comme paramètre. Donc, au lieu d'avoir le symbole x, on peut définir d'autres choses, mais il n'y a pas généralement d'intérêt à le faire, autre que juste pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. Bon, ici, j'ai simplement rajouté là, ce qu'il faut pour que notre graphique soit plus ou moins complet avec des graduations sur l'axe puis des étiquettes des axes. Mais encore là, on l'a fait avec les méthodes TIGS qu'on a déjà vues. Donc, c'est pas automatique. Avec PGFplot, ben, il y a moyen de le faire de manière un peu plus automatique.
Autre chose qui est intéressante, donc pour ce qui est du... bon, ici, on a mis la dérivée. Puis pour ce qui est de la dérivée, là, je pense qu'on n'a pas vraiment eu le choix de le calculer à la main. Donc, on a dû effectivement prendre la dérivée à ce point-ci, puis juste trouver l'équation pour écrire la tangente. Mais après ça, ben, il y a moyen aussi d'utiliser ce qu'on appelle la commande fill draw pour définir vraiment une région qui va être, par exemple, entre l'axe et la courbe. Donc, avec fill draw, on a pu partir de 3,0 à 3 et 1,73 qu'on a calculé comme étant la racine carrée de 3. Et après ça, par contre, si on veut que ça épouse le contour de la courbe, on peut utiliser la fonction plot à l'intérieur de notre commande fill draw pour dire que on veut que de ce point-ci au point suivant, ben, on se rende jusqu'à qu'on épouse le contour de la courbe, dans le fond. Et puis après ça, on revient au point de départ. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire par rapport à ça ici. Est-ce que vous avez des questions sur comment ça a été fait ou ça semble évident comme syntaxe? Oui. OK. Donc ça, c'est la manière manuelle de faire les choses, puis il n'y a pas de problème à utiliser ça, sauf que quand on veut faire des choses un peu plus compliquées, ça devient assez rapidement difficile, surtout si on décide, par exemple, de changer l'échelle, où là, il faut un peu refaire toute la figure depuis le début. Alors, il existe des outils pour le faire automatiquement un peu plus pour nous. Alors, il existe l'environnement Axis qui va permettre de définir des axes. Et là, ben, dans les paramètres de l'environnement Axis, on peut à peu près tout définir. Donc, on peut définir, ça va être quoi l'échelle en X, l'échelle en Y, la distance d'un des tics, là, donc comment on appelle ça en français, des petites barres de graduation. On peut définir les étiquettes de chacun des axes. On définit les maximums et minimums de chacun des axes aussi pour chacune des variables. Le nombre de points utilisés pour faire les courbes, le domaine de nos courbes, etc. Juste pour faire réaliser que le domaine des courbes n'est pas nécessairement la même chose que Xmin et Xmax, parce que, ben, de 1, on peut avoir des courbes paramétriques, mais de 2, on pourrait vouloir une courbe qui va juste s'afficher, par exemple, de 1 à 4, mais que notre graphique soit de 0 à 5, par exemple. Donc, on peut définir tout plein de paramètres comme ça de notre système DAX. Et à l'intérieur du système DAX, on va inscrire nos différentes courbes à afficher. Donc, comment on fait pour afficher des courbes? Ben, on va utiliser la commande addPlot. Et après ça, on peut donner les différentes caractéristiques de notre courbe. Et après ça, ben, on définit notre courbe en fonction de X. Donc, ça, c'est une courbe normale, donc non paramétrique, où à ce moment-là, X va agir maintenant comme variable X, donc la coordonnée X. Et on a seulement à définir le point Y. Ensuite, on peut encore utiliser fill draw à l'intérieur même de notre environnement Axis pour redéfinir ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire l'aire entre la courbe et l'axe X. Donc, c'est la même chose qu'avant, je crois. On peut aussi trouver l'aire entre deux courbes. Donc, on peut rajouter une première courbe qu'on va appeler F. Donc, on peut nommer chacune des courbes, par exemple, même patte F. Et on en nomme une autre G, donc une autre courbe qui va s'appeler G. Et après ça, ben, on peut rajouter une courbe où on va remplir entre les deux courbes qu'on avait nommées. Donc, on fait addPlot et puis on peut dire fill between, et là, entre parenthèses, entre crochets of F, N, G. Puis là, il va comprendre que ce qu'on veut faire, c'est remplir l'intérieur entre les deux courbes. Donc, quand on présente des notions, par exemple, d'intégrale, ou juste qu'on veut avoir ce genre de comportement-là, ça peut être utile. Et ici, le soft clip, ça veut dire que ça va remplir les courbes entre F et G, mais seulement dans le domaine de X est égal à moins 2,19 à 2,19. Ça, je l'ai calculé comme étant le point d'intersection, parce que sinon, ben, ça allait remplir aussi ces sections-ci, puis ça, je voulais pas ça dans cette courbe-là. Donc, je sais que je passe un petit peu vite à travers ces options-là, mais c'est surtout pour vous montrer ce qui est possible de faire pour que vous puissiez par la suite y revenir, parce que, bien évidemment, avec tout ce que je présente aujourd'hui, c'est sûr que si je vous donnais un examen là-dessus demain, ben, ce serait difficile de tout avoir retenu.
Pour faire des courbes paramétriques. Donc, il y a moyen de définir des courbes en équation polaire, si on veut. Puis il y a moyen de définir des courbes paramétriques aussi, si on veut. Donc, par exemple, on peut dire qu'on veut avoir un data CS, donc Data Coordinate System, on veut qu'il soit en polaire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, X va agir comme l'angle en coordonnées polaires, plutôt que comme la coordonnée X. Et là, on utilise la même syntaxe que tantôt, c'est-à-dire qu'entre parenthèses, on va mettre X qui va correspondre à notre valeur des X, et puis Y. Et là, c'est notre valeur des Y. Puis, dans ce cas-ci, X va être interprété comme l'angle polaire. Donc, la première courbe, ça correspond à ce qu'on appelle un cardioïde, je crois. Et la deuxième courbe, c'est on a fait un cercle en coordonnées polaires avec la coordonnée X qui est signe de θ et la coordonnée Y qui est cos de θ. Mais là, la place de θ, c'est X parce que par défaut, c'est X qui est utilisé comme paramètre. Maintenant, pour des surfaces 3D, donc il y a moyen de faire ça avec la commande addplot3 plutôt que addplot, donc 3 pour 3D. On donne le domaine en X, le domaine en Y, pour que il sache. Le nombre d'échantillonnages en X et le nombre d'échantillonnages en Y aussi. Vous remarquez que quand on parle de la coordonnée X, on ne dit pas domaine X ou sample X, on met juste domaine et sample parce que c'est par défaut X, mais qu'on veut la même chose pour Y, il faut spécifier Y. Et après ça, quand on dit que c'est une surface, donc on rajoute surf pour qu'on sache que c'est une surface, parce que on pourrait vouloir tracer des courbes en 3D aussi, mais là, dans ce cas-ci, c'est une surface que je voulais tracer. Et je trace x carré plus y carré, par exemple, et ça donne une surface comme ça. Il y a des options dont je parle peut-être pas, mais qui permettent de changer le système de couleurs, pour que ce soit des couleurs différentes si on veut aussi. Il y a moyen de rajouter une espèce de mèche plus serrée ou moins serrée, dépendant de ce qu'on veut, ou même d'enlever le mèche au complet là, si on veut. Puis là, je donne surtout des exemples pour que si vous voulez faire des choses un peu comme ces exemples-là, vous puissiez aller voir comment c'est fait. Puis un peu aussi pour show off, parce que je suis fier de ces figures-là. Mais donc ici, on a un exemple d'une surface, puis j'ai voulu représenter le domaine en XY de la surface. Donc, il y a moyen de faire de prendre une certaine courbe, puis de dire je veux juste représenter la surface qui est à l'intérieur de la courbe en 3D que j'ai définie. Ça, c'était pour parler des coordonnées polaires, je crois, puis faire des intégrales en coordonnées polaires. Donc, avec des for each, il y a moyen de définir tous les petits rectangles polaires ici, comme ça. Puis, il y a moyen aussi d'utiliser des fonctions aléatoires, comme par exemple, chacun des points est choisi de manière aléatoire. J'ai pas eu à choisir les coordonnées de chaque point, ça s'est fait automatiquement. Ça montre comment faire des intégrales en 2 dimensions, là, quand je donne le cours de calcul en aussi. Ça, c'est un tort. Donc, j'ai utilisé les coordonnées polaires, puis des surfaces en coordonnées polaires pour faire ce genre de choses-là aussi. Et ça montre comment on peut combiner des surfaces avec des courbes en 3D. Donc, il y a moyen de définir des courbes paramétriques en 3D qui vont se poser sur la surface. OK, donc je pense que ça termine un peu la partie sur TIGS. Là, ce qu'on va présenter sur surtout d'autres outils qui peuvent être utilisés pour vous simplifier la vie, surtout dans vos débuts quand vous allez commencer à faire du TIGS. Donc, quelques ressources additionnelles pour faire des choses en 3D. Ce dont j'ai pas encore parlé puis qui pourrait être utile, mais honnêtement, moi, je n'ai jamais utilisé ça, donc je sais pas comment faire. C'est si vous voulez faire des graphiques avec des données réelles, donc prendre des données puis faire des tableaux, faire des graphiques avec ça. Il y a moyen de le faire, mais je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas comment faire, mais ces ressources-là pourraient peut-être vous aider aussi. Ensuite, quelques logiciels qui peuvent vous être utiles si vous ne voulez pas juste coder les choses directement. Il y a quelques options. Le premier que je vous présente fonctionne seulement sur Windows, malheureusement, mais m'a été quand même utile au début. C'est un éditeur qui permet à la fois d'éditer le texte, le code TIGS, et d'avoir une interface où on peut placer des choses sur une figure. Donc, ça, c'est intéressant, surtout pour se familiariser avec les différents éléments qu'on peut inclure dans une figure, comme par exemple, vous avez tout plein d'options sur les différents types de flèches que vous pouvez faire, vraiment beaucoup d'options sur comment personnaliser les différents éléments. Donc, ça peut être quand même utile pour se familiariser avec ça. Ça peut être utile aussi pour placer les éléments, parce qu'on peut vraiment placer les éléments dans le graphique ici, puis on va voir le texte se rajouter.
Donc, pour positionner les choses, c'est plus facile que quand on travaille dans notre tête. Donc, c'est bon pour ça. C'est un éditeur qu'on appelle de type WYSIWYG parce que c'est what you see is what you get. Donc, on peut voir ça. Donc, les avantages, c'est ce que je viens de dire. Ça permet de modifier le code. Donc, vous pouvez même aller modifier le code ici, puis vous allez voir le code dans la figure. Donc, c'est un peu interactif. Vous avez un peu le meilleur des deux mondes. Puis, c'est relativement simple d'utilisation. Donc, dans les inconvénients, malheureusement, ça fonctionne seulement sous Windows. Ça ne supporte pas les animations Beamer. C'est-à-dire que si vous voulez animer ensuite votre figure, ben, il faut copier le code dans votre code LaTeX et après ça, rajouter les animations manuellement, ce qui est bon ou moins bon. Et puis, c'est aussi difficile d'incorporer des différentes librairies non standards. Là. Donc, je ne sais pas si j'en parle dans cette présentation-ci, mais une des librairies que j'utilise beaucoup, c'est Tigs People. Donc, il y a quelqu'un qui a fait une librairie qui fait des dessins de personnages. Puis, je l'utilise beaucoup, mais malheureusement, ben, puisque cette librairie-là n'est pas inclue dans le logiciel Tigs EDT, ben, on peut pas l'utiliser quand on veut définir nos figures. Donc, voilà. Comme je vous dis, je l'ai beaucoup utilisé quand je commençais parce que ça m'a vraiment aidé à comprendre. Maintenant, je ne l'utilise plus du tout parce que j'en ai plus besoin. Mais pour commencer, ça peut être vraiment une bonne alternative plutôt que juste écrire le code. GeoGebra a des options pour exporter les graphiques en TIGS. Donc ça, c'est quelque chose qui est utile si vous utilisez GeoGebra aussi, parce que peut-être que vous pouvez faire votre figure en GeoGebra, puis ensuite l'exporter et puis l'inclure directement dans votre document. Honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé. C'est quand on a fait la première édition de l'atelier, mes co-présentateurs l'avaient déjà utilisé, c'est pour ça qu'on l'avait inclus, puis je pense que ça peut être quand même pertinent pour ceux d'entre vous qui utilisent GeoGebra. Donc, les avantages, encore une fois, c'est que c'est un éditeur visuel. Ça permet de faire des mathématiques parce que ben, c'est ça que GeoGebra fait. On peut faire des figures géométriques assez facilement. C'est relativement facile, apparemment, de faire des figures complexes ou en 3D. L'inconvénient, c'est que, comme tous les outils qui prennent quelque chose que l'utilisateur lui a donné puis qui sort un code, le code peut être un petit peu difficile à interpréter ou à modifier. Donc, le code, ça paraît que c'est pas du code fait par un humain, c'est du code fait par une machine, donc ça va peut-être être un petit peu embrouillé. Puis peut-être que le contrôle de certains attributs peut être long apparemment. Donc, c'est pas toujours facile non plus, mais ça peut être quand même utile si vous utilisez GeoGebra puis vous l'exportez. On parlait de créer des arbres tantôt, mais il y a des librairies qui ont été créées spécialement pour ça, qui fonctionnent peut-être un peu mieux que la librairie de base. Donc, je vous invite à aller voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça permet de faire des choses un peu plus complexes apparemment. Voilà. Ensuite, je donne quelques exemples si vous voulez en apprendre, quelques ressources si vous voulez en apprendre plus. Donc, bon, il y a le Wikibook sur TIGS qui peut être très bon. Je dirais dans les autres que j'aime beaucoup, bon, celui-ci, Very Minimal Introduction to TIGS, donne un peu ce dont vous avez besoin, sans plus, sans moins, pour vous démarrer, donc ça a été très utile. TIGS pour l'impatient, aussi une très bonne ressource en français pour vous retrouver. Puis c'est pour l'impatient dans le sens que ça plonge directement dans le cœur du sujet. Il n'y a pas une grosse introduction comme on a des fois, donc c'est quand même assez bon. Et si vous voulez avoir la référence complète, bien celui-ci de TIGS and PGF Package, c'est la documentation complète de 800 pages, donc qui peut être très longue, mais qui peut être utile des fois pour se retrouver. Puis, ben, je ne l'ai pas mis parce que c'est un peu toujours le cas, mais Stack Overflow est toujours votre ami dans ces cas-là. Il y a même des, je sais pas comment on appelle ça, mais des groupes Stack Overflow qui sont dédiés à la tech ou à TIGS. Donc, vous pouvez aller consulter si vous avez des questions. Sinon, ben, Karine, ici au Gérard, est supposée pouvoir vous aider aussi, parce qu'elle a monté la formation avec moi, donc elle se connaît quand même pas mal. Puis, en dernier recours, vous pouvez me contacter moi, voir si je peux vous répondre. Parfait. Donc, voilà.